Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de dévoiler cette nouvelle chronique, j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur ces phrases. Vous êtes incompatible avec la laïcité. Auteur, professeur de littérature au lycée. La femme musulmane est une sous-femme. Auteur, médecin généraliste. Vous êtes soumise. Enlevez votre turban. Auteur, investisseur. J'aimerais qu'on mesure ensemble la violence de ces mots qui sont bien réels, que je n'ai pas inventés aujourd'hui, en 2026. Ils ont été déposés publiquement avec nom, prénom, métier, parfois entreprise, sur LinkedIn, sous les posts de mon invité. Elle est juriste et formatrice en droit du travail. Elle prône le droit sans jargon. Elle est engagée et forme aux droits des femmes qui n'ont pas la chance de connaître les leurs. Elle est suivie par plus de 100 000 personnes sur LinkedIn. J'ai l'immense honneur de recevoir Loubna Tigrosine. Bienvenue Loubna. Merci beaucoup, super belle présentation. Je ne m'y attendais pas et on plante Loubna, pardon. c'est ça, on plante le décor dès le départ. Ces phrases, effectivement, je les ai extraites de commentaires sous tes posts. À chaud, là, tout de suite. Qu'est-ce que ça te fait de les entendre? Rien, ça me fait rien en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà, c'est dur ce que je vais dire pour beaucoup de personnes peut-être, mais je me suis habituée. Ah, Je c'est me suis dur. habituée à ce genre de propos, dans le sens où quand une personne va poser par écrit, ce n'est pas de l'oral. Pour moi, à partir du moment où on met par écrit, il y a une sorte de j'objective un peu ma pensée. Donc je prends le temps de mettre devant moi, donc de témoigner de ce que je vais écrire. Mon corps va témoigner de ce Ouais. que je vais écrire. Donc c'est que j'adhère à ce que je suis en train d'écrire et donc je suis habituée. Je suis habituée, mais ça ne veut pas dire que j'accepte. Je suis Ah, habituée, ça ne me fait rien du tout, mais quand je dis rien du tout, ça veut dire que ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. ah, Mais ça, moi, enfin, ça m'a fait froid dans le dos, hein, et j'en ai épluché des commentaires et j'ai pris, on va dire, parmi les plus soft, hein. J'ai pas été, c'est ce que aussi j'allais dire, c'est que ça, pour moi, c'est rien, dans le sens où j'ai eu même pire que ça. J'ai eu pire que ça. Du commentaire, on ne peut pas faire plus créatif en termes, d'abject et en termes de dégoût, et en termes mais je pense que même un animal, on lui mettrait pas ce genre de mots. Donc aujourd'hui, je suis pas choquée. Je ne suis pas choquée par ce que tu viens de dire, parce que je les ai déjà vus, lus et relus, postés, refaits, répondus et cetera. Mais justement, on va pas s'attarder sur ça, on va s'attarder sur l'après. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? exactement. Alors moi, je t'avouerai quand même que enfin, j'ai ressenti quand même de la violence, hein, en les lisant. Ah bien J'ai sûr. été, alors peut-être parce que à la différence de toi, je n'y suis pas habituée. Enfin, moi, je trouve ça violent qu'on puisse, dire ça d'autrui, d'une autre personne. Vous êtes une sous-femme. Enfin, pour moi, c'est Et à c'est l'heure où on se bat. pardon, excuse-moi, je te coupe. Ce qui est encore plus choquant, c'est que moi, je relie toujours ce qu'on dit à qui est la personne ou en tout cas un bout du de l'identité que je vois Mais oui, associée à la personne. C'est un médecin généraliste, et donc ça veut dire que, c'est quelqu'un qui a été sûrement amené à traiter, à prendre en charge, mais oui. en termes de soins des personnes racisées. Quel est le diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'une personne qui peut écrire ça sur LinkedIn? Comment elle va prendre en charge un patient ou une patiente musulmane qu'il estime comme étant une sous-femme? C'est en ce sens-là, moi, que ça m'a choquée. Enfin, j'ai mis un moment à m'en remettre, hein, quand j'ai épluché les commentaires, parce que plus je scrollais et plus j'en trouvais et plus c'était pire. Bon, alors après toi, tu y es un petit peu plus habitué, mais moi, ça a été quand même, compliqué, hein, au départ quand j'ai, scrollé sous tes posts. Loubna, ma première question, quand on est femme et racisée, parce que tu te définis comme racisée, Totalement. on se retrouve, en tout cas, j'ai l'impression, face à une double exigence. Il faudrait prouver plus ou justifier davantage par rapport à une autre femme qui, elle, ne serait pas racisée. D'abord, est-ce que c'est vrai pour toi? Et si c'est vrai, comment est-ce que tu as transformé, heu, ce constat, hein, de devoir faire plus, prouver plus, en un moteur, voilà, stratégique dans ton activité et dans l'entrepreneuriat? Et comment finalement tu en as fait une force dans ton positionnement et ton autorité, pardon? Je rappelle que tu es quand même suivie par plus de 100 000 personnes sur LinkedIn. Merci pour la question. Sincèrement, est-ce que, on a été, je pense qu'on a été conditionnés à toujours faire
plus que les autres, tout simplement. Alors, en dehors de la religion, je parle vraiment culturellement parlant. Moi, je suis, algérienne, je suis née en Algérie et grandie en France. Donc, moi, dans ma famille, mon père, mes tantes, mes oncles, mes cousins et cetera, tout le monde a toujours fait plus. On a toujours visé l'excellence, non pas parce que, on avait le choix d'échouer, mais c'est parce qu'on devait, on n'avait pas d'autre choix que d'exceller dans un domaine. Ouais. Pas d'autre choix. Et ça, c'est tout ce qui est lié au trauma transgénérationnel, notamment lié à la colonisation et cetera. J'ai une famille qui a été, très touchée par la colonisation française en Algérie, donc je parle énormément, de sur les réseaux sociaux. Mon grand-père d'ailleurs, pour la petite histoire, mon grand-père a été tué devant les yeux de mon père à l'âge de 4 ans et mangé par des chiens. C'est que, de par enfin, à travers les traumas transgénérationnels qu'on transporte liés à l'histoire de la famille, la colonisation, et cetera, on n'avait pas d'autre choix que de bien faire et même mieux faire. Parce qu'on se disait qu'on devait toujours aller plus loin parce qu'on sera jugé de toute façon en cas d'erreur, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc déjà, il y a ce conditionnement-là depuis, le plus jeune âge. Donc il y a tous ces aspects-là. Il y a un autre aspect, c'est que, donc en dehors de la religion, encore une fois, hein, c'est vraiment culturel. Un autre aspect, c'est que, bah, en fait, tu vois, moi, par exemple, quand je suis arrivée en France, je savais parler français. Mais j'étais jugée et j'avais même pas d'accent. Je suis arrivée à l'âge de 8 ans, j'avais pas d'accent, je parlais français. Faut savoir qu'en Algérie, beaucoup de personnes sont francophones. Bien sûr. Un héritage, encore une fois, malheureusement, de, la colonisation également. Et même à l'école, en fait, en primaire, quand j'avais des bonnes notes ou quand, par exemple, j'arrivais première de la classe, je me rappelle encore, hein, à 8 ans, en primaire, en CM1, des, personnes, des élèves qui étaient avec moi, des camarades, sont partis voir la maîtresse pour lui dire, «C'est pas normal que l'étrangère, elle soit première de la classe». Ah, À 8 ans en CM1. Tout de suite, j'ai su, c'est-à-dire qu'on était des enfants, mais pas vraiment des enfants, des adultes plutôt dans un corps d'enfant, je pense. Parce que quand tu arrives dans d'un endroit comme ça où, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes problématiques. En plus, je suis arrivée, quand je te dis, dans un coin en Normandie, quand je te dis qu'il y avait aucune famille musulmane ça algérienne. fait penser à Marly-Gaumont. OK, ah non ça enfin, moi c'était une préfecture donc ça allait, mais Ah! Mais quand même, tu vois? Il y avait tout ce déracinement, moi que j'appelle carrément un arrachement en fait, c'est même pas un déracinement, il y a eu un arrachement qui fait que, bah, tu veux toujours te rapprocher de ta culture, te rappeler un peu, tout ce que tu as, derrière, tout ce que tu as comme bagage. Donc en fait, dès le plus jeune âge, on était obligé de faire Tu beaucoup. toujours fait plus. Totalement. Maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, en devenant une femme, en fondant une famille, en devenant, adulte et puis à partir du jour où j'ai décidé de mettre le foulard, heu, je rappelle qui est un choix, pour, ceux qui pourraient avoir des doutes ou qui auraient des stéréotypes dans la tête, personne, ne m'a forcée à quoi que ce soit. Mon cheminement vers la religion a été, individuel. J'ai grandi dans une famille musulmane, mais en revanche, on m'a pas non plus enseigné l'islam, je veux dire, quand j'étais petite ou voilà, je l'ai appris au fur et à mesure, mais j'avais pas non plus le sens de ça. Donc ça, on le fait en grandissant et en grandissant, je t'avoue que, c'est vrai que je comprenais pas pourquoi je devais toujours faire plus, donc je portais pas le foulard. Mais ça marchait très bien parce que je travaillais, j'étais d'ailleurs, souvent première de la classe, celle qui, réussissait à trouver un job en premier. Enfin, j'avais pas encore cette notion de discrimination parce que, j'étais plutôt, bon, une jolie jeune femme, plutôt bien apprêtée et cetera. Enfin, tu vois, toujours les cheveux à l'air, enfin, pas de souci. Et au contraire, quand on me demandait, d'où vient mon nom, voilà, au départ, j'étais un peu hésitante, j'osais pas dire algérien. C'est vrai, des fois, voilà, je reniais un peu, je pense, hein. Il y a une partie, où on me met de côté et puis, petit à petit, bah, j'assumais totalement et on me trouvait un petit côté exotique. C'est très cliché, mais Ah punaise. voilà, très cliché, mais: «Oh, j'aime tes boucles», voilà, quand, Ouais, je ouais. portais pas le foulard. Puis il y a ouais et puis il y a aucun rapport. Voilà. Aucun rapport. Et puis arrive un jour où je mets le foulard, où ma vie a basculé. Ma vie a totalement basculé. Quand je dis ma vie, c'est-à-dire ma vie au sens général, ma vie avec l'extérieur. Ça a commencé par les regards, des gens que je connaissais qui ne me regardaient plus de la même manière, des copines avec qui j'ai grandi, qui ne m'adressent plus la parole, heu et hem
et il s'avère que je l'ai mis alors que je travaillais, j'étais en CDI. Il a été très bien reçu, on m'a jamais rien demandé. Pour le coup, voilà, il y avait pas de sujet. On m'a jamais rien demandé, on m'a jamais, voilà, dit: «Pourquoi tu le mets?» ou autre. J'avais bien vérifié le règlement intérieur de l'entreprise, avant de faire quoi que ce soit et en fait, après, la violence, elle s'est installée, de manière subtile. Parce qu'en vrai, moi, je pense, il y a quelque chose, c'est que quand vous êtes déjà inséré sur le marché du travail, la violence, elle viendra peut-être pas, par la recherche d'emploi, elle viendra en interne. Comme j'étais Ouais. déjà en CDI, la violence, elle venait en interne, en fait. C'est-à-dire que, quoi que je dise, quoi que je fasse, j'étais, très bonne, excellente. Il fallait toujours ramener quelque chose à moi, à ma religion, à tout ça et là où je m'en suis rendu compte, c'est que, j'avais vécu un harcèlement, très violent au travail et on était 2 à le vivre. 2 personnes, 2 salariés, dans en tout cas dans le service où on était, et on avait pris la même avocate. Et je me rappelle l'avocate quand elle m'a parlé au téléphone, elle a d'abord parlé avec, ma collègue, elle lui a dit: «Écoute, on va partir sur une négociation». Et pourtant, elle avait pas les mêmes griefs que moi qu'elle reprochait. Moi, c'était une discrimination par rapport à la grossesse, je revenais de congé maternité, enfin, c'était très violent et donc elle, c'était une autre, thématique. C'est enfin, voilà, il y avait du harcèlement, mais pas lié à tout ça. Un dossier un peu moins lourd, comme disait mon avocate. Donc je l'entends lui dire: «Oui, trop bien, ils vont négocier». Et là, je l'ai moi au téléphone et elle me dit: «Loubna, il va falloir m'expliquer quelque chose. Est-ce qu'ils ont un problème avec toi?» Donc je demande: «Bah non, je n'ai aucun problème, tous mes résultats sont excellents» et elle me dit: «L'avocate était déchaînée», c'est-à-dire jusqu'au point où un avocat prend à cœur l'affaire, où il oublie sa déontologie. Ah. Et j'avais 63 pièces à l'époque qui montraient qu'il y avait un harcèlement. Ce jour-là, je me suis dit: «Ah oui, là, j'entre vraiment dans la vraie violence de ce que peut vivre une femme racisée dans le monde du travail». J'ai pas lâché et la violence, elle a poursuivi, en fait. Ce que je veux juste dire, c'est qu'à tous les stades de la société, elle est arrivée s'incruster et qu'on a eu j'ai eu, en tout cas pour ma part, un traitement différencié. Je termine juste par ça pour te montrer à quel point on est obligé de toujours faire plus parce qu'on sait très bien qu'on ne sera pas traité de la même manière. 1re, audience en conseil de prud'homme. On m'a traitée comme si j'étais illettrée, Mmh. Ça me surprend pas. voilà et donc bah, je suis arrivée, j'étais en pleurs, en larmes, pas bien. On entend un avocat en train de dire n'importe quoi sur une personne, c'est faux, donc on n'est pas bien et il me regardait de travers. Les conseillers me regardaient de travers, c'est-à-dire que même mon avocate l'a remarqué. Même mon avocate, elle m'a dit: «Tu leur faisais des grimaces ou?» «Non» et je me rappelle, elle m'avait prévenue, mais elle m'a dit: «Loubna, franchement, je vais pas te mentir, prépare-toi». Elle m'a dit: «Ils sont pas formés, contre les biais». Elle me dit: «Prépare-toi» et jusqu'à présent, oui, moi, je l'ai encore. Je pense que c'est un trauma, mais aujourd'hui, il me convient bien parce que je vise l'excellence, mais je ne vise pas l'excellence peut-être parfois, parce que je veux l'excellence, c'est parce que je veux faire plus, parce que je sais que je serai jugée en cas d'erreur. C'est un trauma qu'on doit travailler, qu'on doit dépasser, mais j'en suis consciente. Et tu crois que c'est ce trauma-là dont tu parles et toutes ces difficultés-là qui font que, oui, tu as toujours visé l'excellence, tu la vises encore aujourd'hui dans ton parcours entrepreneurial, à travers ton entreprise. Est-ce que tu crois que c'est ça, finalement, qui te pousse à te démener? Tu as quand même été parmi les je crois les top 10 dans, le classement, favicon, LinkedIn, mais enfin toutes catégories confondues, ce qui est quand même enfin juste énorme. Avec Je crois 9, qu'il y avait 9 mecs, ministre dans le classement ou quelque il y chose avait comme 9 ça. mecs, j'étais la seule femme, hein, pour avoir Voilà, donc c'est quand même assez fou. Est-ce que tu crois que tu as réussi à le transformer de manière intentionnelle et qu'aujourd'hui tu en fais vraiment un outil d'autorité? Ou est-ce que finalement, bah, tu es encore dans cette posture de: «Comme je dois me justifier ou comme je dois en faire plus, alors j'en fais plus et ça aboutit à des résultats». Tu vois? Est-ce que c'est réfléchi, intentionnel ou pas? Alors, pour, planter les choses, au tout début, parce que personne n'aurait parié sur moi, c'est-à-dire je suis arrivée dans un monde aussi rigide que le droit, surtout le droit du travail où, vous voyez en plus j'avais un avatar, j'avais même pas ma vraie photo, pour dire Je me souviens. à quel point c'était dur d'être soi-même, dans ce monde. Donc je suis arrivée et je savais que personne n'aurait parié sur moi, donc j'étais en mode: «Vite, il faut que je montre qui je suis, ce que j'ai dans le ventre». À partir du moment où j'ai fait ça, donc je m'étais toujours pas, montrée, hein, voilà. À partir du moment où j'ai montré ça, un jour, je me rappelle, LinkedIn m'avait demandé parce qu'il y avait un programme créateur,
Donc j'avais toujours mon avatar, hein. LinkedIn m'avait demandé de faire un post sur le ramadan. Droit du travail, ramadan. C'est quelque chose d'ailleurs, c'est devenu un rituel, chaque année, je le reprends. Donc je fais: «Génial, waouh, trop bien, ils vont le mettre en avant». Mes posts commencent à être sélectionnés par la rédaction et cetera. Je commençais à voir les fruits de ce travail acharné. Le jour où je fais ça et là, c'était, je crois, le pire commentaire que j les pires mots Ah! Je même que crois j'ai que je eu me de souviens. ma vie, de toute ma vie. Je crois que je me souviens. Voilà, et moi, je pars du principe qu'il y a toujours un mal pour un bien. Pour moi, j'accueille les épreuves comme étant quelque chose qui va me faire sortir avec quelque chose d'excellent. Donc je vois le mail, je fais: «C'est pas possible». Je lis, c'était une partisane d'Éric Zemmour parce qu'elle avait les éléments de langage que Éric Zemmour. «Vous êtes un nuisible, parasite, un», et oui, ce sont c'est un champ lexical qui est quand même, prêté au champ des animaux, hein, donc enfin, je veux dire, et puis des nuisibles, des choses qu'on ne veut pas, des parasites, qui seraient nuisibles donc, et mais elle déroule, elle déroule, elle déroule sa haine. Ce jour-là, et le pire de ça, c'est que, il y a eu une vague de cyberharcèlement, donc je pense qu'il y a eu des gens qui se sont dit: «Ah trop bien, elle a ouvert la voie, donc allez, on y va nous aussi». C'était jamais de ma vie j'ai vu autant de mots violents, et mon post, était commençait à faire énormément de likes, d'engagement et cetera, mais mon compte allait disparaître. Ouais. Des gens C'est me par la photo, il me semble aussi. Mais je me souviens de oui, ça, alors, ce qui fait que ces personnes-là, elles ont été signalées mon compte comme étant de l'usurpation, comme étant un faux pour que je parce qu'il y avait un avatar non, aussi. mais c'était voilà, le but c'était harceler pour, voilà, pour, m'effacer, et m'effacer comment? En utilisant les catégories que LinkedIn prévoyait, et donc mon compte allait, partir, et ce jour-là, je crois que j'ai eu super mal, mais j'ai eu un élan de rage. Tout de suite, j'ai appelé la rédaction, enfin, j'ai envoyé un message à la rédaction, LinkedIn, leur dire: «Là, il y a du racisme, là, il va falloir faire quelque chose, c'est pas possible là». On me dit: «Très bien, on va regarder et tout», donc le support m'appelle carrément, ils me disent: «On peut pas vous dire ce qu'on va faire de ce compte parce que pour des raisons de données personnelles», je fais: «C'est ça», et du coup, voilà, je savais pas ce qu'il en était après. En revanche, voilà, c'était le jour où j'ai dû mettre ma vraie photo. Ah, Et l'épreuve, elle était là. Je me suis montrée, j'ai mis ma vraie photo. Je me suis dit: «Allez hop», j'ai pris le premier foulard, je me rappelle, j'avais un foulard vert un peu flashy, je fais: «Allez, je te prends un petit coup de blush, hop, allez, c'est parti». Je me suis prise en photo là, derrière, dans mon bureau. On poste. Ça y est, c'est fini. Vous ne m'aurez plus. Et ce jour-là, j'ai enlevé la bascule, enfin, je suis partie dans un autre, mindset, c'était: «Je suis là parce que je le mérite et parce que j'ai ma place, en fait». Tout simplement. Et donc j'ai dépassé ce trauma où il fallait toujours faire plus parce que j'avais pas d'autre choix que de faire plus. Mais là, je suis partie dans un autre mindset où non, je suis là parce que je vais ouvrir la voie aussi à toutes les personnes qui se cachent, ouais, à qui on dit ça, à toutes les personnes qui n'osent pas être elles-mêmes. C'est impossible de renier autant son identité pour se protéger. ouais. Et c'est vrai que je me prends des coups, vraiment très violents, sur internet, je me prends des choses, mais je me les prends, c'est horrible ce que je veux dire, je me les prends avec Ça date d'il y a combien de temps ça, Luna? c'était il y a, 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que 3 ans, le déchaînement de commentaires racistes, Il est toujours là! il est toujours là. Il est toujours là, mais c'était cette partie-là où j'étais obligée Ouais, de le montrer, et ce qui a fait que beaucoup de gens ont énormément apprécié, et j'ai vu que j'avais ouais, beaucoup de soutien, et en fait, je me suis dit: «Mais ça y est, en fait, ça y est, les gens sont là, ils savent, ils sont pas dupes, c'est pas la télé, go, ouais. go». Donc tu as su transformer ça quand même. Transformer Exactement, cette totalement. difficulté, Mais je conçois que pour beaucoup de personnes, ce soit difficile, qu'on trimballe avec nous des traumas, qu'on nous rajoute la charge raciale. Clairement, il y a une charge raciale aussi qui est énorme, imprégnée, et qui fait que beaucoup n'osent pas être eux-mêmes, et vraiment, je leur envoie tout mon soutien pour justement, montrer leur identité avec fierté. De ouais. toute façon, les traumas reviendront un jour, hein. Une autre question, dans l'espace public, globalement, sur LinkedIn, en réunion, auprès de tes clients, hem, on sent des étiquettes, des préjugés, des attentes que les autres ont de nous, des projections. Et je voudrais, avant de te poser cette question, quand même faire une petite parenthèse. On en a parlé en aparté, c'est qu'il y a une réalité aujourd'hui dans les entreprises et à mon sens, elle est occultée ou sous-estimée. C'est que le foulard est vu uniquement sous le prisme du signe religieux.
Or, la religion, elle est partout et elle peut être chez tout le monde, chez tous les individus dans l'entreprise, portant un foulard ou non. Et aujourd'hui, et j'en côtoie et je suis sûre que tu en côtoies aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont converties Totalement, à d'autres religions et puisqu'on parle un peu, peut-être, de cette religion-là et notamment de l'islam, des personnes qui sont converties à l'islam, qui s'appellent, Stéphane, Grégoire, ou Pauline et qui peuvent ou non être peut-être encore plus radicaux dans leur approche de l'islam qu'une autre femme qui porterait le foulard, mais qui, elle, serait visible et qui serait la seule qu'on verrait. Et ça, pour moi, c'est important de le rappeler parce que je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui nous écoutent. C'est que ce que vous essayez peut-être d'occulter ou de combattre pour ceux qui cherchent à le combattre, eh ben, n'est peut-être pas à l'endroit où vous regardez. Et on a des personnes, des femmes, qui portent un foulard et qui sont dans une approche bien plus, comment dire? Bien plus, ouverte sur les différences des uns et des autres que peut-être un Stéphane ou un Grégoire. Alors, ce sont des noms d'emprunt, hein, je précise. Je ne stigmatise oui, aucun Stéphane ou Grégoire, mais c'est important pour moi de le rappeler. Et donc, toi, Loubna, comment est-ce que tu gères cette frontière entre peut-être l'image que les autres, projettent sur toi et celle que toi tu décides de construire à l'encontre des normes, des règles ou de ce qu'on peut penser? Moi, quand je suis arrivée sur LinkedIn, ma tagline, c'était: «Juriste RH qui casse les codes». Et jusqu'à présent, je m'étais promis, vraiment depuis le départ, c'est de casser ces codes, imprégnés, incrustés dans la société. Casser les codes, c'était sur 2 plans. Tu as le plan juridique dans mon domaine où c'est un plan, voilà, rigide, voilà, le droit du travail, le droit de manière générale est très rigide, qui était, bon, pendant longtemps réservé à une élite. Heu, Oui, il faut avoir une certaine, voilà, posture, il faut parler d'une manière non, ça stop, voilà. Donc moi, je suis arrivée, je me suis dit: personne, enfin, en tout cas, peut-être que d'autres personnes ne vont pas apprécier ce que je fais, je m'en fous complètement. En revanche, je sais parler au terrain. Donc déjà, il y avait cassé le code du juridique. Fallait sortir de ce oui, jargon inaccessible. Mais, à travers ça, c'était quoi? C'était permettre aux gens de connaître leurs droits et obligations, en fait. oui, Moi, je suis passée par ça. C'est vrai qu'il y a tous ces aspects identitaires, oui, j'ai besoin d'être, moi-même, j'ai besoin de montrer que oui, j'assume totalement d'être une musulmane pratiquante avec fierté. J'en suis très fière. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi mon passé de violence, au travail, de harcèlement, qui a fait que je me suis dirigée vers le droit du travail. Je rappelle juste que je n'ai jamais, étudié le droit du travail auparavant. Moi, j'ai fait du droit international, je travaille en droit des étrangers, j'étais plus dans des thématiques un peu plus onusiennes en quelque sorte, même si oui, aujourd'hui je suis un peu déçue vu la figure que représente l'ONU à l'international. Donc je suis arrivée parce qu'il y avait un besoin. Je me suis rendue compte qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'ordre. Donc il y avait cet objectif-là que j'atteins tous les jours parce que ça me permet d'aider ces gens à ma manière. Il y a le code de la religion. C'est-à-dire que, il y a énormément de stéréotypes jusqu'à présent, hein. Moi, je me rappelle, on m'avait déjà confondue avec la femme de ménage, hein. Enfin, ouais. clairement, alors que je venais, déposer un dossier au greffe, du tribunal, à Bobigny, par exemple, on pensait que j'étais la détenue, hein. On l'a prévenue, je fais: On «Une est clairement dans le champ des stéréotypes non, là. mais je dis: «Une prévenue, elle vous Des ramènera o pas un dossier, de d'un avocat, en fait». Enfin, essayer Ouais, de réfléchir un peu. Pareil quand j'accompagnais, des CEO en préfecture, c'était des expats qui venaient d'arriver en France, je les accompagnais en ouais, préfecture et tout de suite on pensait que c'était moi qui étais accompagnée parce que j'étais sans papier. Enfin, faut ouais. pas déconner non plus. Ah non, non, mais ça me surprend pas. Enfin, j'ai Ouais. ouais, Mais moi j'adore ça, j'adore casser l'image que les gens ont. J'adore voir je les voir se décomposer quand ils ne comprennent pas, que ça colle plus à leurs fantasmes les plus rêvés sur la femme musulmane et en fait, comment je gère ça? C'est très simple, j'en fais jamais un sujet. J'en fais pas un sujet, genre il existe pas. parle du débat. Le pire de ça, c'est quoi? C'est que mais jamais, jamais, au grand jamais, je l'évoque avec qui que ce soit au travail. Sauf si on me pose la question. Évidemment, j'ai eu des élus CSE, ils m'ont posé la question, je réponds. En plus, ça rentre dans leur mission en tant qu'élu du personnel. Enfin, Oui, il y a aucun sujet et moi je parle sans tabou. En revanche, tu ne me verras jamais arriver
demander l'autorisation à qui que ce soit et lui dire: «Est-ce que vous acceptez le foulard?» Jamais de la vie, mais au grand jamais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le changement devait opérer à travers nous. Donc Ah, c'est intéressant. je vais moi-même déjà m'aimer. Deuxième chose, bah, assumer qui je suis. J'assume totalement. J'assume totalement, je sais pourquoi je le fais. Ça ne m'a pas été imposé, je l'ai fait par choix. Je l'assume, j'en suis fière. Maintenant, oui, vous le voyez. Et le changement, il pourrait pas s'opérer auprès des autres quand même? Ah si, attends, ça Ah. arrive la deuxième non, justement! En fait, je suis en train de te montrer les steps, c'est-à-dire que d'abord, il faut commencer par soi. Parce que à la moindre difficulté, tu vas te sentir vaciller et tu vas partir, en larmes, tu vas t'effondrer, à la moindre remarque qu'on te fera. Donc il Je faut voudrais d'abord qu'on précise quelque chose, Lubna, comme ça tu pourras étayer aussi dans ton propos. Là, j'ai l'honneur de t'interviewer toi et on parle du foulard, mais c'est aussi pour des personnes, et je pense notamment aux personnes par exemple qui sont tatouées ou qui ont un profil atypique, enfin, ou que eux se considèrent comme atypiques. On parle vraiment de tous ces cas de figure-là. C'est important aussi de le rappeler pour que tout le mais monde puisse bien totalement! s'identifier. Exactement, c'est pour ça que je parle d'identité, non pas de religion. Pour moi, c'est que vous pouvez avoir l'identité que vous voulez, il faut d'abord commencer par l'assumer, être au clair avec vous, aimer qui vous êtes, d'abord. On ne pourra jamais exiger le respect des autres si on ne se respecte pas soi-même. Donc ça, c'est la première step. La deuxième step, c'est que, il y a un avantage, c'est que tu vois, aujourd'hui, moi, ma clientèle, elle vient principalement de LinkedIn, et ma photo est visible, les gens savent qui je suis. Je sais plus ce que je disais, mais, ce que je On disais parlait de tous les cas. C'était important pour moi de rappeler aussi que, le message qu'on partage aussi aujourd'hui à travers cet épisode, il s'adresse à toutes les personnes qui pourraient se considérer ou qui pourraient être perçues par la société comme en dehors d'une norme ou en dehors d'une case. comme le collant-bas un peu à la normalité en tout cas, voilà. Ce que j'expliquais, c'est que, en fait, il y a un filtre naturel qui se fait aujourd'hui, tout simplement parce que les gens qui vont m'approcher, parce que je suis visible sur LinkedIn et je trouve et ça m'arrange finalement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à gérer, la première approche où on me découvre. Même si j'ai déjà eu le cas où on me découvre, hein, parce qu'après je vais en entreprise, hein, donc évidemment toute la boîte ne connaît pas. C'est pas le dada Comment dont tu le gères ça? justement, donc souvent ce sont les RH ou les élus du CSE ou même des dirigeants qui font appel à moi, qui me connaissent, qui voient que qui je suis et cetera. C'est OK. La troisième phase, ça va être en entreprise. Le jour où je vais en entreprise, au départ, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit: «Oh, sas de sécurité, on va encore me dire qu'est-ce que je fais là?» et cetera. Enfin, ça m'est déjà arrivé, hein. On me parle de manière très virulente, enfin voilà, j'ai l'habitude. Je reste toujours très calme, souriante. Je m'en fous complètement parce que je sais que je vais être, j'ai bien facturé, premièrement et que je sais que l'entreprise où je vais est une entreprise qui fait appel à moi parce qu'elle sait qui je suis. Donc c'est vrai, par exemple, des fois dans les sas de sécurité en bas, on me demande d'ouvrir tous mes sacs alors que les autres, on leur demande pas. Par exemple, bon, j'ai du matériel de formation, c'est normal qu'on inspecte le matériel que je ramène, aucun souci. En revanche, tu vois, des buzzers comme ça, tu vois mon buzzer là? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux contrôler dedans? Enfin, tu vois, il y a même pas de pile, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vas juste prendre un buzzer, regarder comme ça, inspecter. J'étais même une fois, j'ai même montré sur mon téléphone la facture Amazon! La facture Amazon des Du 2 buzzer? un outil. C'était quoi? On te l'a demandé? C'était attends, je vais te montrer, c'était une petite télécommande, celle-là, tu sais les petites télécommandes comme ça là. Oui, 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 oui. On m'a dit: «Oui, c'est comme à l'aéroport». Je fais: «Non, mais sauf que là, je vais pas prendre l'avion, je viens bosser». Donc bref, j'avais remonté, je me rappelle, j'avais remonté et pareil, souvent, c'est des gens qui m'ont jamais vue. En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais parfois, je me dis: «Je peux pas leur en vouloir» parce qu'ils sont matraqués jour et nuit, Oui. heu, avec des infos, les médias Mmh. mainstream qui leur disent: «La femme musulmane ou l'islam est l'ennemi de la République». Oui. Tout, absolument tout ce qui est en rapport avec l'islam est l'ennemi de la République. Ce sont des gens qui peut-être n'ont pas eu la chance de voyager. Des gens qui ont des stéréotypes, qui ont des peurs, des insécurités qui transfèrent sur d'autres personnes qui ne leur ressemblent pas. Donc moi, face à ça, moi, je garde toujours mon calme et en général, quand j'utilise un peu l'ironie, ils sont un peu, voilà, ça commence à faire des rictus. Heu, autre petite anecdote et après je vais te dire comment se passe ensuite quand je suis vraiment au cœur avec la boîte. Donc une fois, tu vois, il y a pas très longtemps, je suis arrivée donc il y avait un gros sas de sécurité, un immense immeuble dans Paris, enfin, il y avait plein de boîtes très connues, ultra médiatisé. Donc j'attends, on m'a préparé un badge. La boîte m'a préparé un badge pour pouvoir l'avoir pour les 5 jours. On m'a dit clairement, la personne, je me rappellerai toujours, elle m'a dit:
Vous le ramenez, hein, faut pas le garder. Je Vous voulez que je le garde pour quelle raison, en fait? Enfin, vous croyez que je déteste venir dans Paris déjà et il m'a dit: «Vous le ramenez, vous le gardez pas, hein». Je le précise et il répète encore et fort. Je fais: «Monsieur, pourquoi vous articulez? Je parle français, hein. On peut switcher en anglais si vous voulez, il y a aucun problème». Seulement je lui dis: «Là, on me l'a fait pour moi, vous voyez le nom de la boîte, basta». Et je voyais la rage qu'il avait en lui de: «Vous, qu'est-ce que vous faites là?» «Mais je te comprends mon petit gars», j'avais envie de lui dire: «Je te comprends parce que tu as jamais vu des femmes comme moi ici». C'est pas grave, je me suis dit dans ma tête: «Ça y est, tu es vacciné, tu en verras peut-être d'autres». Bref, ça, c'est toujours des gens qui ne m'ont pas vue. Donc oui, c'est vrai qu'il y a il y a une difficulté. Ensuite, quand je vais en entreprise, je rencontre le dirigeant. Si le dirigeant, il m'a jamais vue, parce que souvent, j'ai plutôt vu la DRH ou le RH ou et Ouais. cetera. Le dirigeant, des fois, ils sont un peu surpris. Ils sont un peu surpris, mais voilà, j'arrive toujours avec le sourire, avenante, je fais des blagues en mode et c'est pas des blagues, forcées, hein, c'est parce que je suis de nature comme ça. Je Ah j'aime oui, je confirme. prendre en dérision énormément de choses et j'aime rire et j'aime embarquer avec moi les gens dans ce mood-là. Donc tout de suite, ils voient que, bah, ça correspond plus à, ce qu'ils ont vu à la télé. Je suis pas la femme un peu soumise, un peu qui parle pas, qui est discrète, qui frôle les murs. Non, ça, c'est faux, C'est aussi un stéréotype. stéréotype, et donc surtout que moi, je me place dans la position de l'experte. C'est vous qui avez besoin de moi. Bah oui, moi je viens, ça me fait vraiment plaisir de vous former, mais c'est vous qui avez besoin de moi. Donc il y a toujours cette posture où je reste l'experte. Après quand je commence à former, que ce soit des équipes qui m'ont jamais vue ou autres, j'ai déjà ressenti de la réticence, des questions insistantes, des choses, des challengeantes pour me piéger et cetera. Toujours avec le sourire, toujours avec des sources, toujours avec, quand je sais, quand je sais pas, je dis: «Bah écoutez, je vérifie, je reviens vers vous», voilà. Enfin des Ouais. choses et je reste dans la posture de l'experte. Mais vraiment experte jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis là pourquoi? Pour vous former au droit du travail. Après, pendant la pause déj, des fois, on me pose des questions et tout, et moi, j'adore. Parce que c'est comme ça qu'on s'ouvre aux gens et que les gens comprennent. Il m'est déjà arrivé qu'un DRH me dise, «Tu as déjà eu des difficultés, avec ton foulard et tout?» Donc avec grand plaisir pour lui expliquer l'envers du décor. Ouais. En fait, je prends rien comme une attaque. Jamais. Sauf Non, si on c'est une manière de sensibiliser aussi. ouais, c'est une ma c'est même si on, sauf si on parle mal, mais tant que c'est fait avec le respect, qu'on pose des questions, même des questions, complexes, des questions où j'ai pas forcément de réponse. Moi, j'aime ce débat-là. C'est même pas un débat, c'est un dialogue. Parce que, moi, je me dis: «C'est ma manière de sensibiliser en interne» et c'est là Ouais. où on fait le plus de changements, en interne. On a beau je suis sûre, j'ai beau écrire sur LinkedIn, dire: «La discrimination, c'est mal», documenter, dire, expliquer des faits, des choses qui sont arrivées, c'est pas du tout comme quand tu as un dirigeant ou une équipe en face de toi, qui n'ont jamais eu une femme qui porte le foulard en face d'eux et qui n'ont jamais eu une femme qui porte le foulard qui leur apprend un truc. Enfin, je sais pas, je me dis, il y a une dissonance, je me dis: «Mais les pauvres, ça doit faire bizarre quand même» et après je fais: «Non, non, vas-y, on se ressaisit». Et est-ce que on t'a déjà dit, et j'imagine qu'on te l'a peut-être déjà dit, ou pas: «Oui, mais toi, Loubna, c'est pas pareil». Alors bizarrement alors bon, tant mieux, on m'a jamais dit ça en entreprise. En revanche, mon entourage, si. Et Ouais. ça, c'est du racisme pur et dur, vraiment, pour moi, c'est pas possible, en fait. Et tu vois, j'ai même eu des questions du type, «Comment ça tu factures alors que tu portes le foulard?» Waouh! Alors ça, c'est fort. On m'a même dit: «Mais toi, tu as une entreprise, genre?» Dans ton entourage? Totalement, Ah! totalement. Et je vais même te dire un truc, une fois sur 2, ce sont des personnes qui sont racisées, qui me le disent. Ah, alors est-ce qu'on rentre pas là justement dans une histoire de biais où c'est tellement inconcevable pour eux, qu'ils n'arrivent Alors, pas encore une fois, on est dans les projections, à le projeter sur toi, à se dire: co «C'est pas possible». comment tu peux facturer, c'est une personne qui n'est pas racisée du tout? Voilà, OK, c'est je note violent. mes pas lecture. Même si c'est une personne racisée, ce serait violent aussi dans le sens où, Heu, moi je vraiment dans la communauté musulmane, en tout cas les personnes, qui ont, la même pratique que moi, je vois beaucoup plus de fierté. En tout cas de manière générale, les gens sont contents, sont fiers, ça leur fait plaisir et moi je donne de moi, de mon temps, de mon argent, de mon réseau dès que je peux.
Mais il y a des personnes effectivement dans leur insécurité, dans leur biais comme tu dis, qui pour eux, c'est pas possible et puis tu as aussi tout à l'heure, tu as parlé des extrémistes, des personnes qui utiliseraient, certains préceptes, qui n'ont rien à voir avec l'islam, tu vois? Et moi ça me met hors de moi et tu vois, moi j'ai déjà eu ça en mode, «Mais pourquoi tu t'affiches? L'islam l'interdit», alors que c'est écrit nulle part, hein, rassurons les auditeurs. C'est totalement faux. «Pourquoi tu portes des foulards de couleur?» Bah, parce que j'ai le droit et que j'ai envie, ce n'est écrit nulle part qu'on doit être vêtu de noir partout. C'est vraiment tout ça, c'est culturel et donc moi je trouve que ce qui est difficile sincèrement et je vais te dire un truc que j'ai jamais dit, que ce soit, en podcast, à l'écrit ou autre, heu, On a une on exclusive. a on l'exclut, on a une double difficulté. Donc il y a la difficulté avec les personnes qui ne nous ressemblent pas, qui ne comprennent pas et il y a l'autre difficulté qui est encore plus dure à gérer, je trouve, avec les personnes qui sont censées nous comprendre parce qu'ils sont dans la même communauté que nous. Et pourquoi est-ce qu'ils comprennent pas? Tout simplement parce que encore une fois, ce sont aussi des insécurités, des stéréotypes qui sont faits sur la religion en elle-même Mmh. et malheureusement et je vais te dire encore un autre truc, c'est que le pire, c'est que souvent ce sont des femmes et non pas des hommes et je trouve ça tellement horrible parce que, je me dis: «Mais en fait, moi qui parle de sororité avec tout le monde, c'est maintenant qu'on doit s'unir. Pourquoi, quand on voit une personne vouloir, faire le bien à tout le monde et donc la communauté, aider et cetera, pourquoi vous êtes plutôt dans un rejet?» Et je trouve ça tellement plus violent finalement, parce que non seulement tu dois te battre à l'extérieur, mais même à l'intérieur en fait. Et c'est pour ça Ouais. que tout à l'heure, tu vois, quand tu me disais, ce que tu me parlais de sous-femme et cetera, ça ne me fait rien. Parce que, tu vois, il y a des violences en interne, des violences en externe et tu vois, quand des fois on te ramène la religion mais qui n'a rien à voir. Quelque chose, par exemple, qui est sorti de Ouais. son contexte, sans avoir fait des études de fiqh. Pour Ouais. expliquer à ceux qui savent pas, il y a aussi une étude d'exégèse du Coran, c'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont mis, toute leur vie à profit de ça pour comprendre chaque mot, chaque lettre, pour éviter d'aller dans les biais et de donner le sens qu'on veut, finalement de trahir, en fait, le sens du texte. Et ben, vous allez avoir des gens qui vont arriver, qui vont vous coller une image de, attention, c'est une insulte apparemment de féministe, de Ah bon? Ça rentre dans le champ lexical des injures. insulte et bon, Dieu merci, c'est pas une majorité, mais il y a quand même ça, c'est important de le dire parce qu'il y a aussi de la violence en interne où on est obligé de, pareil, faire de la pédagogie et c'est encore plus dur des fois parce que c'est des gens qui ont un aspect culturel très ancré, où pour eux, ils n'ont jamais vu de femmes, pouvoir, gérer une entreprise, travailler avec des personnes, qui ne sont pas, de la même communauté et cetera et c'est très difficile. Par exemple, tu vois, récemment, j'ai posté, sur LinkedIn un message que j'avais eu en 2024, je me rappelle. Une personne qui m'avait, suite à un post, sur les des motifs de licenciement insolites, une personne qui m'a écrit, en gros, «Pudeur oblige, Ah oui, est-ce que j'ai vu tu penses passer. qu'en parlant de ça, c'est pertinent pour ton image et tes valeurs?» Je pense que non. Ouais. Loubna, comment on fait pour rester, alors j'entends et c'est très, très fort et on le ressent de l'extérieur chez toi, cette volonté d'être, viscéralement toi, en public, en privé, d'être à 3000 toi. Mais quand on est tiraillé en fait entre plein d'univers comme ça, alors d'un côté, on a, ceux qui projettent sur nous, peut-être, l'image de sous-femme ou de femme soumise ou dépendante. D'un autre côté, Tellement. on a peut-être des gens qui projettent sur toi ou en tout cas sur les femmes portant un foulard, des personnes comme, peut-être trop exubérantes, trop extravagantes ou Mmh. comment on fait pour rester soi? La foi, j'ai envie de te dire, moi j'ai la foi, alors il faut l'entendre au sens général. J'ai foi en ce que je fais. Je sais que ça a un impact. Je sais que je suis sur la bonne voie parce que je n'ai lésé personne, je n'ai blessé personne, je n'ai pris le droit de personne, rien. Mais ma communication, elle ne va jamais faire du mal ou alors peut-être que ceux qui sont dans le mal vont plutôt se sentir visés, c'est autre chose. Mais il y a toujours un but, c'est d'être utile et je pense que cette case-là, elle est remplie et moi, à partir du moment où le soir, quand je rentre chez moi, je dors sur mes 2 oreilles, que je sais que je n'ai lésé personne, tout va bien.
Ouais. Et tu vois, des fois, je reçois des messages il y a pas très longtemps, j'ai reçu un message d'une personne qui s'appelle Cédric et j'avais en fait, c'est vrai que j'ai souvent parlé de mon harcèlement, mais sous l'angle pédagogique. C'est-à-dire que, moi, quand je poste sur LinkedIn, je ne vais pas poster pour poster. Il y a toujours une visée derrière. Alors on peut être stratégique pour vendre et cetera, c'est la base, on n'est pas là pour, être bénévole, hein, faut le dire, hein, on poste Très pas clairement. mon ego. Mais une fois, donc j'ai parlé de mon harcèlement et j'ai expliqué un peu en détail ce qu'on pouvait ressentir quand on est victime et comment on est tiraillé entre on se dit: «Oui, mais c'est moi la fautive» et cetera. Et en fait, je me suis dit: «Ça va intéresser personne» et donc je l'ai quand même posté parce que, j'avais besoin de l'écrire pour que les potentielles victimes et les dirigeants se rendent compte du mal-être. Et puis j'étais dans un doute, je me disais: «Franchement, vas-y, j'arrête tout, flemme et tout». Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais, On ouais, était en on était en train de discuter et ouais, 10 minutes! Genre, il y a eu quoi? Même pas 5-10 minutes, je me connecte sur mon LinkedIn, je lis jamais mes messages pour ouais, un qui m'envoie des messages, censurés, faut plus faire ça, faut m'écrire, par mail. Je regarde, je vois Cédric et tout, il m'envoie un truc, je lis. Mais là, à ce moment, je me suis dit: «Ça, c'est pas un signe?» ouais. Ouais, Un je me souviens. ouais, un big message comme ça, où il m'écrit noir sur blanc, mot pour mot: «Grâce à vos posts, je dépasse les périodes sombres de mon harcèlement». Ouais, Et là, je me suis dit: «Mais go, en fait, mais qui pleuve, qui vente, que je sois pas bien, que je pleure, que peu importe, je continue, en fait». On sous-estime mais tellement l'impact de nos mots parce qu'on a tendance malheureusement aujourd'hui, comme on est dans une société de consommation, l'attention se consomme. Donc en fait, par exemple, si demain on poste sur LinkedIn ou sur Instagram et qu'on se dit: «Oh j'ai fait 3 vues, oh j'ai fait, je sais pas que 3 likes, 50 likes» ou j'en sais rien. On a tendance à oublier que ce post, il a été vu par qui? Alors oui, il y aura peut-être des IA, des algorithmes et cetera, mais il y a eu des des gens, des humains. gens qui se sont identifiés à un moment donné à ce que vous avez écrit, à votre mot, à votre situation. D'où l'importance, encore une fois, de peser ce qu'on dit et d'être Ouais. authentique. Alors là, tu prêches une convaincue. Je dis souvent aussi qu'on sous-estime l'impact de nos mots, en positif comme en négatif. Oui, totalement. Et j'imagine à quel point le message de Cédric, alors on ne sait pas qui c'est, mais on le salue au passage, qui, heu, qui donne du sens, en fait. Tu vois, je te disais, comment est-ce qu'on arrive à rester soi, en fait, tu as dit la foi, évidemment pour toi, mais il y a aussi le sens peut-être C'est de ça, quand ton je disais action. foi exactement, quand je disais foi au sens général, vous pouvez avoir la foi en quelque chose, la religion, peu importe, une croyance. Mais vous pouvez avoir foi en ce que vous faites et en fait, Ouais, avoir foi en ce que je fais, moi, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact. Enfin, c'est beaucoup plus fort que le sens même parce que j'ai foi. C'est-à-dire que même quand je n'y trouve pas de sens, d'autres vont trouver du sens et c'est là où je trouve que ouais, ouais, tellement grand. C'est que même quand moi, par exemple, je te dis mon post où j'ai fait, je fais: «Ça n'a pas de sens. Pourquoi j'écris ça, en fait? ouais, Pourquoi je le fais?» C'est quand même dur ce que j'ai écrit et c'est difficile, mais j'avais foi au fond de moi, je me suis dit: «C'est sûr et certain, quelqu'un va s'identifier à ça. C'était sûr et certain» ouais, et donc j'ai foi en ce que je fais. Donc ayez foi en ce que vous faites parce que de toute façon, personne va y croire au départ. Donc ouais. autant le faire soi-même. Et c'est donc ce qui te permettrait de rester, enfin de rester toi et de rester, ancré en ta foi et en ce en quoi tu crois quand tu es tiraillé entre, des projections de part et d'autre, j'ai Totalement. ouais, alors je vais avancer sur mon autre question, mais je reviendrai sur un autre sujet. On peut clairement dire, Loubna, que tu as bâti quand même ton autorité. Sur LinkedIn, mais au-delà, parce que je pense qu'aujourd'hui, par ricochet, ta présence sur LinkedIn, elle a aussi, elle a été amplifiée. Je sais que tu as une newsletter en plus qui est payante aussi, il me semble, partiellement ou totalement? Partiellement. Partiellement, donc ça aussi, on dit que c'est souvent, pas évident d'avoir un média payant. Tu as réussi à le faire et tu as, des personnes, qui s'abonnent et qui te suivent pour ça. Donc j'imagine que ça a été un amplificateur, mais pour bâtir ton autorité, sur quoi est-ce que tu t'es appuyé? Tu t'es appuyé sur ton expertise et sur ta volonté de casser les codes, y compris si tu ne venais pas forcément du droit du travail. Tu en as fait une force. Mais, je pense que tu t'es peut-être appuyé, sur des choses en particulier. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est tes infographies. Quand je
parle de toi ou que je partage ton compte et tous ceux à qui je l'ai déjà partagé te pourront le confirmer. Ta signature pour moi, c'est tes infographies. Merci beaucoup. C'est ta signature, mais j'imagine quand même qu'il y a d'autres leviers sur lesquels tu t'es différencié ou tu t'es appuyé pour renforcer cette autorité, cette légitimité. Est-ce que tu peux nous les partager? Ça pourra peut-être donner des clés, à d'autres. Totalement. Alors pour juste revenir sur les infographies, c'est une longue histoire. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle, en fait, quand j'étais petite, je voulais faire styliste et j'ai toujours dessiné. Quand je te dis j'ai toujours dessiné, moi, je m'ennuyais mais tellement à l'école et que tu voyais mes carnets, ils étaient mais, pardon du terme, dégueulasses. Il y avait des dessins partout. Je me rappelle un prof d'anglais me disait: «Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce cahier? Comment tu peux t'y retrouver dans ce cahier?» Je dis: «Mais je me retrouve dans mon bazar», voilà. Et en fait, à l'époque, on blâmait cette créativité. On la blâme encore dans certaines écoles. Aujourd'hui encore, pour avoir des enfants à l'école, je peux te garantir qu'on blâme la Voilà, on blâme créativité. la créativité. Moi, j'ai mon fils, il a dessiné sur les murs, j'avais deux choses à faire. Soit je m'énerve, soit j'attends la que qu'il fasse, plus chaud et que je fasse de la peinture. Je lui ai dit: «Ce mur-là, ce sera pour vous, dessinez ce que vous voulez». Mais pour te dire, moi, quand j'étais en entreprise, ça a commencé comment? Avant que je quitte le salariat et que je me mette à mon compte, je j'animais un CSE. Donc j'étais RH dans une entreprise, où j'étais donc je portais le foulard, hein, donc ça se passait super bien. Même si après pour m'augmenter, me mettre dans le top management, il y a eu, des questions, donc d'où j'ai quitté. C'est pour ça que je disais au début, en interne aussi, quand on est embauché, il y a un plafond de verre qui est beaucoup plus bas que les autres, hein, Ouais, clairement. on est d'accord. Voilà. Et donc je me rappelle, j'avais fait une présentation à ma première réunion CSE et j'ai senti un mépris par mes collègues pour mes dessins, pour mes schémas. Ah ouais? On m'a dit: «C'est pas corpo ça». Ça m'avait tellement blessée, je me rappelle. Ce jour-là, je savais que j'allais partir. Ça m'avait blessée, ça m'a fait mal au cœur et en fait, j'avais le choix. Soit je rentrais dans le moule corpo, c'est-à-dire pavé noir sur blanc et je te donne tes trucs basta et voilà. Ou soit je me disais: «Mais en fait, ici ma créativité elle est bridée, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il me faut de l'espace». Et je suffoquais, j'avais besoin de cet espace. Donc j'ai quitté et au moment où j'ai quitté, j'ai commencé à dessiner. Et en fait, quand j'ai commencé à dessiner, c'est un truc de fou parce qu'il y a des concepts, mais tellement complexes sur le texte. Tu prends un article sur Légifrance, hein, dans le code du travail, tu as mal au crâne, tu as la migraine qui arrive, avant même la migraine. Ah Ouais, bon, c'est voilà. vrai. Et moi, j'ai commencé à, voilà, à faire des trucs et tout. J'avais des couleurs criardes un peu, j'avais aucune identité visuelle, aucune cohérence, aucune cohérence. Donc j'ai commencé à faire ça et quand j'ai vu que ça marchait et que les gens commençaient à comprendre, je fais: «Mais en fait, c'est ça, c'est parce que j'ai quitté l'environnement, je n'étais pas valorisée». Donc effectivement, il y a eu un levier où, j'ai créé ma signature avec les infographies aujourd'hui, d'autant plus que c'est des infographies qui sont originales. Je pars de rien du tout, je n'ai pas de template. On m'a déjà dit: «Oui, est-ce que tu pourrais nous mettre à plat ta méthode de production?» Je n'en ai pas. Venez, juste regardez comment je fais, je suis incapable aujourd'hui, j'avoue c'est un défaut, hein, je suis De la incapable modéliser totalement de m'opposer et de modéliser. Parce que dans ma tête, c'est le bazar. et tu brevettes ça, tu en fais un vrai business, hein. Très clairement. Why not? Tu sais, Écoute, mes idées, elles sont porteuses. oui, voilà, d'ailleurs, on parlera d'une de tes idées après, je l'évoquerai parce que c'était super, Garde ça dans un je coin m'étais de ta tête, mais je gênée. suis sûre qu'on payerait cher pour, pouvoir reproduire tes infographies, puisqu'on s'est déjà permise de les reproduire sans ton consentement, en les tronquant. Complètement, je fais l'objet de plagiat et cetera, mais c'est ça, en fait, quand j'ai fait l'objet de plagiat, ce qui m'a vraiment, fait du bien, c'est que j'ai été taguée avant même que je découvre le plagiat, c'est-à-dire les gens ont vu que c'était à moi. Parce que c'est ta signature, Voilà. vraiment. Donc il y a cet aspect-là effectivement un peu, visuel, infographie, même si je ne suis pas la seule à en faire et que tout le monde commence à et d'ailleurs les IA le font, mais voilà, moi je suis totalement contre ça. Libre à chacun de faire, d'utiliser l'outil qu'il souhaite. Et il y a une autre signature et celle-ci, je trouve qu'elle est encore plus difficile. C'est l'authenticité. Sincèrement, c'est avoir un avis sur des sujets clivants, assumer une position publique sur quelque chose, dire la vérité, ne pas rentrer dans le bullshit pour être dans un moule, ça demande beaucoup plus d'efforts que de créer une signature, créative, enfin autre. Ça, c'est très dur. Et ça, c'est dur. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Je suis stigmatisée parfois, par plein de personnes, maintenant un peu moins, mais par plein de personnes».
On va toujours me renvoyer une image, de soumise peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont vraiment, je les plains, éloignés de tout, voilà, heu, de tout discernement malheureusement. Et je me suis dit: «De toute façon, dans tous les cas, je serai différente. Autant autant continuer comme je suis». Je suis quelqu'un d'honnête qui dit la vérité, j'ai un franc-parler effectivement. Je sais mettre les mots, mais voilà, j'ai quand même des choses qui font pas toujours plaisir parce que même à moi-même, parce qu'il faut, affronter la vérité, mais évidemment avec tact. Je me suis dit: «On fait ça». Et aujourd'hui, quand j'ai des RH, des DRH de grands groupes qui m'écrivent par message et qui me disent: «Luna, votre poste m'a fait du bien», et elles me le disent! Je n'oserais jamais l'écrire, je n'oserais jamais le dire, mais en tout cas, ça me fait du bien, je m'identifie. Mais j'ai gagné, mais j'ai Ouais, gagné parce que je sais qu'il y a des gens, il y a des milliers de personnes derrière qui vont me lire, et peut-être qu'il va y en avoir une dizaine, une vingtaine, une centaine, je sais pas, qui vont avoir plus de force, qui vont s'identifier et qui vont justement rejoindre mon réseau pour ça. ouais. Le nombre de fois on m'a dit, sincèrement, parce qu'en vérité, tout le monde, ce que je te dis, tout le monde peut faire des infographies, tout le monde, enfin, l'IA fait des merveilles aujourd'hui, donc OK. Mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent à toi? Et moi, j'ai assumé ces valeurs. Moi, je parle souvent de valeurs et je suis désolée, il y a eu énormément de personnes qui sont, ultra connues sur LinkedIn que j'ai rencontrées en vrai, le vide total. Le vide Je total, confirme, une coque vide, et ça je m'a fait confirme. même, c'était même quelque chose de très, étrange parce que, j'essayais de me remémorer, en fait, les textes de la personne en quand même, quand on l'écrit, il y a quand même une confiance des personnes qui nous suivent. Ouais. Pourquoi se créer une image, et quand on est, sur le terrain, c'est autre chose? Et je trouve ça dommage, et moi je voulais pas ça. Je crois que ma la pire chose qu'on puisse, dire de moi aujourd'hui, c'est de dire: «Elle est fausse». Donc ta légitimité, ton autorité, tu dirais que tu les as construits sur ton authenticité, sur Totalement. ton franc-parler, mais qui n'est pas un franc-parler au sens propre du terme, mais qui est juste ta Vrai! parole. C'est dire la vérité sur des sujets, dire la vérité. Disons la vérité, tout simplement. Et il y a des gens qui apprécient, d'autres non. Libre à chacun, mais c'est aussi une manière d'être soi-même. Et de toute façon, pour bâtir, et je pense que c'est important, c'est une marque personnelle, hein, je suis pas une marque, au sens, marque, mais une marque, si elle n'incarne pas ses valeurs, c'est pas du bullshit, en fait. Faut Je bien me les suis toujours construire. identifiée à une marque. Et je me suis dit: «Si j'étais une marque, comment j'aimerais que les autres me voient? Comment j'aimerais que les autres m'identifient? Comment j'aimerais que, et cetera, et cetera». Et je me suis juste fixé ce fil conducteur, tout simplement. Et c'est comme ça que ça se fait, je pense. Moi, pour te connaître depuis, un moment et avoir suivi ton évolution, c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement, pas juste sur la forme. Bon, il y a eu l'optimisation du profil, il y a eu ces infographies, les carrousels aussi à un moment, hein. Tu avais Bien des sûr. aussi qui étaient très qualitatifs. Il y a eu cette, entre guillemets, «montée en compétence» à ce niveau-là, mais le vrai changement, du coup, je te le partage. Je l'ai vu quand tu as pris la parole sur ton passé et ton histoire. Je parle pas là de ton parcours professionnel, hein, mais ton histoire Ouais. personnelle. Mmh. Là, il y a eu un vrai changement, je l'ai vu même au niveau de l'engagement de tes posts, même au niveau de, enfin, il y a eu un et ça rejoint ce que tu dis sur l'authenticité. Finalement, on est qui on est, et aujourd'hui, si vous voulez faire appel à moi ou à ma marque, vous la prenez dans sa globalité et pas qu'une partie qui vous. Totalement. Et il y a eu effectivement, quand tu as partagé autour de ton parcours professionnel et notamment de ce que tu as vécu en termes de harcèlement, là, ça c'est vrai moi en tout cas, j'ai constaté ce changement-là, ce qui confirme effectivement que la forme et le fond, pour bâtir son autorité et sa légitimité, ils sont complémentaires, mais les 2 sont indispensables. Totalement. Signature visuelle, mais il y a la signature, alors je saurais pas comment la qualifier, mais vraiment de fond, de contenu, d'authenticité. Et c'est important et tu l'as rappelé, qui est conforme à celui ou à celle que l'on est. Totalement. Et ça, tu disais tout à l'heure et je t'ai dit: «Mais je te rejoins». J'ai rencontré des personnes dont les posts en fait étaient attractifs, étaient bienveillants, empathiques, très professionnels aussi, tu vois? Avec un très bon un écrit très propre, et quand tu les rencontres, tu ne peux que te dire: «C'est pas la même personne qui a écrit, les posts», ou alors il s'est passé quelque chose, mais c'est pas la même Incroyable, personne. Un incroyable. gap énorme, et ça pour moi, ça ne fonctionne pas pour bâtir son autorité.
Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que ça finira par nous rattraper un jour ou l'autre. Parce que tu vois, c'est bien de choper des clients parce qu'on est d'accord que tous ceux qui postent, c'est, enfin, en tout cas, j'espère que tout le monde poste pour avoir de la rentabilité quand même, ou sensibiliser, ou en tout cas avoir quelque chose en termes de ROI. C'est bien de choper des clients. Mais le nombre de fois où j'ai eu des clients déçus d'autres personnes qui opèrent dans mon domaine et qui sont venus me voir pour rattraper la catastrophe. Non, mais ça me surprend pas, j'en ai aussi, dans un autre secteur d'activité, mais j'en ai aussi, ça me Ah bah, dans le surprend pas business, du tout. clairement, oui, je te dis pas, hein, Ah, du bullshit, il y en a. j'en ai même moins fait les frais, hein, du bullshit en business, donc t'inquiète Ouais. pas. Mais en fait et pourtant, c'est des personnes qui ont bâti une marque, qui sont connues, qui font du qualitatif. Avouons-le, c'est du qualitatif, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du bullshit. Mais alors quand tu as et je me suis dit: «Une fois, OK, ça peut arriver», parce qu'on est dans un écosystème restreint. 2 fois, 3 fois, 4 fois Mmh. et en fait assumer aussi un positionnement premium, j'allais y venir. En fait, il y a une époque où, c'est vrai, on m'a toujours dit: «C'est trop bien ce que tu fais, essaie de faire à la chaîne», je suis pas contre de digitaliser, hein. Je suis pas contre Moi de non plus. digitaliser quelque chose, c'est très bien. Ça permet de voilà, je le fais d'ailleurs maintenant pour mes clients, je digitalise des trucs pour eux, il est bref et en fait, j'avais le choix, soit faire quelque chose à la chaîne et vendre, 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 vendre à fond, je pouvais ou soit et j'ai choisi la difficulté, mais qu'aujourd'hui, vraiment j'apprécie beaucoup, faire du premium. Le premium, c'est quoi? C'est-à-dire que alors j'ai pas un CA de fou, hein. Faut pas m'imaginer avec 1 million en étant solo, hein, c'est pas Ah vrai, bon? c'est pas mon objectif. Je ne souhaite pas. C'est ça, c'est Voilà. ça. On est pas alors C'est pas en lien avec ton objectif. j'aimerais bien être millionnaire, mais pas dans la configuration actuelle. Voilà, je ne Ouais. souhaite pas aujourd'hui, parce que je suis solo, dans mon business, parce que j'ai 2 enfants en bas âge, parce que ça me suffit Parce largement. que ça correspond pas à tes Merci. aspirations d'aujourd'hui. Puis Dieu merci, ça me suffit, voilà, je vis, paisiblement, j'ai pas besoin de voilà, de claquer, faire du cash burn, pour exister. Je me suis positionnée sur quelque chose de premium, c'est-à-dire que, mes formations, ça va être des formations sur mesure. Comment ça sur mesure? C'est-à-dire que moi, quand je reçois une demande de prospect, qu'elle est qualifiée et cetera, qu'est-ce qu'on fait? On va se rencontrer. Je prends 30 minutes. Il y en a qui vont dire: «Oui, mais tu perds du temps». Non, non, parce qu'elle est déjà qualifiée avant avec un formulaire. Je fais pas de call gratuit avant, c'est-à-dire je fais pas de découverte. Ça, j'ai arrêté. Ça pour moi, c'était une perte de temps parce que, je n'avais pas de filtre. Ça m'a fait plaisir de rencontrer énormément de gens. Aujourd'hui, ils sont dans mon écosystème, ça me fait plaisir de rencontrer encore, mais je ne fais pas la rencontre à travers un call de découverte. OK. Je préfère une rencontre, d'une autre manière, tu vois? On parle, on collabore sur un projet même gratuitement, à titre gratuit, hein, enfin voilà. J'aide une personne parce qu'elle a des questions, avec grand plaisir, je prends toujours le temps. En revanche, je ne fais pas de call découvert, je n'ai pas un calendrier ouvert à tout le monde. OK. Ça, je le fais pas. Par OK, choix, c'est intéressant. par choix et je me suis positionnée sur un positionnement de formation sur mesure. Sur mesure, ça veut dire que je rencontre la personne, je vais éplucher le maximum de choses. Je vais aller comprendre le contexte, les besoins, les attentes. Pour moi, L'analyse des besoins. c'est le customer care au fond, je vais jusqu'au Ah, fond mais c'est le point de départ. et tu vois? Et je pose des questions un peu challengeantes, hein. Mais vraiment Ouais. challengeantes, je suis pas en mode: «Oui, quel est votre effectif?» non, ça je l'ai déjà eu dans le formulaire, j'ai pas besoin. J'observe le body language de la personne. Ah, J'observe quand elle évoque des sujets et que je sens que, tu vois, elle est pas OK. Je sens que c'est un point de friction, je sens que c'est un point qui OK, go. Je demande toujours: «Vous me donnez carte blanche ou pas sur tel ou tel sujet?» Quand même, j'ai pas envie qu'ils soient déçus derrière. Je demande toujours s'il y a des choses qu'ils souhaitent me confier. S'il y a des choses, des conflits qu'ils souhaitent, voilà, objectiver, dire à l'oral, et que je dois prendre en compte quand je vais aller former. J'arrive pas sur un terrain inconnu, en fait. ouais. Parce qu'après ce qui va se passer, c'est que je vais faire donc j'ai des supports qui sont prêts et cetera, mais je vais toujours repasser encore presque une journée sur quelque chose. Pourquoi? Eh ben, je vais aller faire les activités sur leur métier, je vais aller me Mmh. renseigner sur la convention collective, en fonction des problématiques qu'elle a données, bah, évidemment, j'allais faire des cas pratiques sur les mêmes problématiques et Ouais. cetera et cetera et tu vois? Et là, parce qu'on m'a déjà dit: «Oui, mais ton prix, qu'est-ce qui justifie que tu sois plus cher que les grands organismes de formation très connus?» parce que nous ne vendons pas la même chose. Complètement. Parce que je ne forme pas de la même manière. Parce que moi, je prends le temps de comprendre et que, en plus, une fois que j'ai terminé une formation, par exemple, ils ont 1 mois de questions illimitées par email.
Parfois même, c'est des vocaux. Ouais. Ça aussi, tu vois, ça par contre, je le fais après la presta, je laisse toujours 1 mois et pour moi, c'est Ah, important aussi. Mais que oui. que ce soit de la formation ou de l'accompagnement, hein, moi, dans mon cas de figure, il y a toujours ce laps de temps après qui, pour moi, permet encore de pouvoir poser ces questions, d'ajuster. Ça fait partie du customer care, de la fidélisation, de la qualité qui est associée au premium qu'on ne peut pas retrouver ailleurs ou fin de mission, facture envoyée, ça s'arrête là. Et pour te dire que mon objectif n'était même pas de facturer à un moment donné tellement il y a eu comment je pourrais expliquer ça en une vidéo? Il y Ouais, avait à quel point, ça a de l'impact que hier j'ai une DRH qui m'a appelée, elle s'est carrément confiée sur un truc que même son équipe, ne sait pas et ouais. quelque chose de grave et même son équipe ne le sait pas. Et elle m'a même dit ça avant de raccrocher, elle m'a dit: «Franchement, je te trouve tellement, apaisante en formation et tout. Même si je pars, je veux d'abord sécuriser avec toi des formations pour mon équipe». Ouais. Et ça, je me dis: «Mais ça, tu peux pas l'avoir en faisant de la chaîne, en vendant comme ça sans Non, non, non. c'est un choix». C'est difficile, hein, faut le dire parce que ça me prend du temps d'organiser, ça me prend du temps de faire des cas, spécifiques et ça me prend du temps de concevoir les activités. Il faut savoir que, il y a un budget imprimerie, il y a un budget, plastifieuse, il y a un budget, Mmh. matériel et cetera, mais c'est normal, je veux donner de l'impact. Il est comme ça l'impact et tu vois, à chaque fois que je termine une formation, qu'on me dit: «Mais jamais de la vie je me serais formée comme ça si j'avais fait appel, à un autre organisme ou autre». C'est vrai que je te rejoins sur sur le positionnement premium. C'est aussi un positionnement, moi, que je revendique et qui est compris, par ma cible et par, mon réseau. Je refuse de faire de la chaîne, de la masse, du produit digital, et on me l'a proposé ô combien de fois. J'ai un programme qui est vraiment dédié aux indépendants, pour tout te dire et j'en avais parlé d'ailleurs publiquement en post LinkedIn à 2 reprises. J'ai voulu le proposer sur un format de groupe. Donc j'ai relancé une communication, stratégie de communication pour essayer un format de groupe. Je n'ai vendu aucune place dans le format de groupe, mais à la fin, à chaque fois, j'avais vendu des places pour l'accompagnement individuel qui faisait quasiment 4 fois le prix du tarif, de Comme groupe. quoi Parce que les personnes, en fait, étaient prêtes à payer pour un accompagnement one one, juste elles et moi. Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup aussi de la valeur qu'on arrive à traduire. C'est-à-dire que ça va au-delà du prix. Une DRH qui se confie à toi, on est au-delà du champ de la prestation ou de la relation totalement. commerciale. Totalement. Et tout ça, pour moi, ça fait partie aussi d'un positionnement premium qualitatif. Ça fait sourire parfois, c'est alors je ne sais pas s'il nous écoutera, c'est, Ludovic Badot un jour qui avait commenté en me disant: «Bah, tiens, j'ai trouvé ton titre de tagline» et c'est un terme que j'utilise quand même pas mal depuis. Il avait utilisé le terme de tiers de confiance et ça, pour moi, ça avec mon positionnement d'accompagnante des dirigeants, ça parle beaucoup, ça résonne et ça fait partie, tu vois, de toute cette dimension premium où c'est pas juste un tarif, c'est pas juste un site, bien léché, bien propre. C'est la façon et tu l'as dit tout à l'heure, dont tu l'incarnes. Quand une DRH t'appelle, que tu lui prêtes l'oreille, quand tu es dispo au-delà, quand tu t'adaptes, c'est tout ça, le premium et c'est tout ça qu'implique un tarif Et tu et veux que je te c'est dise, une blague? Tu vas être choquée, hein. Je n'ai même pas de site internet. mais moi non plus, Loubna. Entre ça fait 3 ans et j'ai alors il est en cours, je dois le dire. Il va arriver et ça fait 3 ans que je fais tourner mon entreprise sans site internet. Eh bah, pareil. Et tu vois? Parce que le nombre de fois on m'a dit: «Mais tu as un site qui convertit, c'est vrai, on pourrait avoir de l'organique finalement», tu vois? Ah, mais à un moment donné, tu vois, je me suis posée, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai pas de site internet les amis, il va falloir que je le fasse» et je suis tellement dans justement ce premium là où je suis aux côtés de mes clients, à toujours voir les petits détails. Ça me fait penser carrément à un de tes podcasts où tu parlais des codes du luxe. Oui, Et tu vois, en l'écoutant, je me mais c'est suis ça. grave identifiée parce que je me suis dit: «Mais regarde, je les accompagne de A à Z». Avant même qu'ils pensent à un truc, je l'ai déjà envisagé. Mmh. Avant même que et en fait, il y a tellement un apaisement, une sérénité que mais bien sûr que les gens sont prêts à payer pour ça. Mais oui, Tu les mais oui. décharges d'énormément de choses et c'est ça m'a fait penser à ton podcast justement que j'invite en tout cas, tout le monde à aller l'écouter et j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. D'ailleurs
d'autres choses que je voulais aussi te dire, Sabrina. Je crois que je revenais de formation d'ailleurs, hein. Je t'avais envoyé un message pour te dire: «Je souhaite faire un cadeau à mes clients» et en fait, tu m'as Ouais. donné une idée. Waouh! Je l'aurais alors, j'avais tellement pas d'espace mental que je l'aurais jamais eu, ça m'aurait jamais effleuré l'esprit, en fait. Donc mais bon, tu verras, tu découvriras dans quelques jours, tu recevras cette, Ah, ce j'ai hâte. mais en tout cas, c'est vrai que, pour moi, tu vois, là, assumer aussi, assumer une identité, sur, les réseaux, envers tes clients, c'est aussi un positionnement différent de ce qui se fait et il Ouais, faut y aller. Faut pas avoir peur et de se dire: «Oui, mais tout le monde ne fait pas ça, personne va prendre», c'est pas grave. On va pas viser la quantité, on va viser la qualité ouais. et pour te dire, aujourd'hui, mes clients, ils ont tous fait appel à moi une deuxième fois, tous, systématiquement, tout simplement. Et Alors ça, pourquoi? ouais. Je me suis dit mais en fait, j'ai même pas j'ai rien fait, hein. Enfin si, j'ai fidélisé, en fait, finalement, au fur et à mesure. Tu Mais c'est bon, fidélises forcément. voilà et en fait, c'est ça. C'est quand, une RH me dit: «Trop sympa, toujours répondre à mes questions et tout, nin nin et cetera. J'ai envoyé vers toi telle personne». Hop, formation CSE signée pour son entreprise. Mais que demande le peuple? Je me dis: «Mais le ce customer care, en fait, il marche» et tu vois, si aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent et qui négligent cet aspect-là, sincèrement, on fait une grosse erreur en le laissant de côté. On fait une Oh grosse alors erreur. là, c'est mon sujet de 2026. J'en parle maintenant depuis et encore plus avec la conjoncture économique dans laquelle on est, où on va aller dépenser encore et toujours dans de l'acquisition, alors qu'on a des clients qui sont là, qui nous ont déjà fait confiance. Tu vois, tu parlais de ta fidélisation. Moi, c'est un chiffre que je revendique. J'ai quasiment 60 de fidélisation. Waouh! C'est-à-dire que 6 clients Bravo! sur 10, soit ont renouvelé, soit ont recommandé, mais Bravo! ça sort enfin, ça tombe pas du ciel non plus. C'est Mmh. toute l'attention qu'on leur porte, c'est, tous ces petits moments où on vient, même si on n'est plus en collaboration avec eux, leur envoyer un petit message, leur faire un petit mail personnalisé, un appel, c'est toutes ces attentions-là donc encore une fois, tu Bah, prêches une convaincue et je te rejoins complètement. totalement alignée. Donc, tu nous as partagé quelques clés pour affirmer, asseoir en tout cas, son autorité, sa légitimité. Au départ, tu as dit, alors je me souviens plus exactement dans quel contexte tu l'as dit, mais tu as dit, «C'est comme ça que j'ai pris ma place». Aujourd'hui, on entend beaucoup: «Faut oser prendre sa place, ose prendre ta place». Il y a même des bootcamps, des formations à destination spécifiquement de femmes, on va le dire: Bien sûr. «Ose prendre ta place». Alors moi, je suis OK. Là-dessus, je pars aussi du principe, tout comme toi, voilà, c'est quand tu as dit: «Moi, je n'attends pas qu'on m'invite ou qu'on me donne la possibilité, je prends ma place» et je te rejoins là-dessus et je fais partie de cette école-là où j'attends pas qu'on me donne l'autorisation. Je m'impose, je prends ma place. Prendre sa place et notamment sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un acte, identitaire, politique, économique et notamment, tu l'as dit, il faut pas avoir peur de partager avec fermeté, avec conviction ses points de vue. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement? Prendre sa place et est-ce que quand tu as enfin pris ta place, est-ce que ça a changé ta façon de voir ton business, ton activité ou l'entrepreneuriat? Tu vois, la sémantique, moi, elle m'a toujours, j'ai toujours eu du mal à m'identifier à ce «ose». J'ai toujours eu du mal. Parce que s'il suffisait d'oser, mais on le ferait toutes. Je parle des femmes, hein. On le On est ferait toutes. d'accord. S'il suffisait, genre juste oser, on le ferait toutes. Mais pourquoi on ne prendrait pas en compte tout le tableau et la configuration qu'il y a derrière, avant de faire un pas? Ouais. Pourquoi on n'analyserait pas tous ces blocages? D'où viennent-ils? Pourquoi? Et moi, je pense qu'on est une génération très malade, et c'est pour ça que C'est-à-dire malade? malade, c'est-à-dire que nous sommes malades de nos traumas et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de trauma et le business pour moi a été en tout cas quand j'en discute avec d'autres personnes, le business a été révélateur de trauma. Mmh. Parce qu'il y a des choses psychologiques qu'on laisse de côté, on se dit: «Non, tout va bien» et cetera, mais elles reviennent quand tu es à ton business. Alors, je sais pas s'il y a eu des études qui prouvent pourquoi c'est au moment où il y a pour beaucoup de personnes, c'est au moment où on se met à son compte, peut-être parce qu'on n'a plus de subordination avec un Et qu'on employeur. entreprend, qu'on est Voilà, on est seul. dans l'entreprise, donc on prend, Mmh. une initiative pour soi et quand on se confronte au soi, bah, c'est pas facile en fait, on est son pire Ouais. parfois son pire ennemi. Moi je dis toujours: «Je suis mon pire employeur», hein.
Ah, Je je connais quelqu'un qui dit ça aussi. je J'ai suis une sur, consoeur qui le dit ça. employeur, je dis, vraiment je suis mon patron toxique, je suis mon patron, qui ne déconnecte pas, enfin tout ce que tu veux, tu vois? Ah, À ce moment-là, je me suis rendu compte que prendre sa place, fallait d'abord comprendre quelle était ta place. C'est quoi une place? Ça veut dire quoi avoir sa place? Et est-ce que je suis au clair avec cette place-là? Est-ce que avoir sa place, c'est forcément, se montrer, par exemple? Est-ce que avoir sa place, c'est forcément devenir riche, avoir un travail? Non, parce que avoir sa place, c'est aussi peut-être juste rester à la maison, m'occuper de mes petits-enfants et je me sens bien et être à sa place. et être à sa place et en fait, en analysant ça avant même de comprendre, tous ces schémas, je me suis rendu compte que, bah, ce n'était pas aussi évident. Je me suis donné le temps et à un moment donné, des fois, je me suis rendu compte que quand tu ne prends pas cette place ou quand tu ne vas pas chercher ta place, d'autres vont la prendre ou alors on va te mettre à une autre place. Et c'est ça qui est problématique, c'est que si on te met à un endroit où tu n'es pas aligné, à une place où tu n'es pas, où tu n'es juste pas, ça pose problème. Et donc je me suis dit: «Avant que les autres le fassent pour moi, il faut vite que je le fasse». Donc ça veut dire quoi? Dans mon cas, ça s'est matérialisé de la sorte. J'ai toujours aimé écrire, dessiner. Pour moi, écrire, ça veut dire exister et même je vais aller au-delà, c'est-à-dire mettre par écrit quelque chose, je vais me témoigner à moi-même, mon corps l'a vu sortir de du stylo, donc je l'ai écrit. Ouais. Je l'ai extériorisé, je l'ai écrit. Tu le J'existe quelque conscientises à ce moment-là. part, il existe quelque part. Ouais. Tu écris, tu écris, tu écris, tu te rends compte que l'écriture est une thérapie. C'est vrai. Je ne parle même pas de d'autres réseaux sociaux parce que sur LinkedIn, il y a beaucoup d'écrits, mais sur d'autres réseaux sociaux, bon, je parle pas de Threads, tout ça, je X et cetera. C'est pas mon délire, mais par exemple Instagram, TikTok, c'est beaucoup de visuels, beaucoup de vidéos, beaucoup de c'est Ouais. je pense que c'est une autre problématique encore. En revanche, si on se concentre sur LinkedIn, qui est un réseau quand même à vocation professionnelle, il y a quand même beaucoup d'écrits et écrire, c'est exister. Il va falloir juste écrire quelque part. Et si un jour tu arrives à écrire, à poser quelque chose devant toi, ça vient de toi, je pense que tu commences déjà à prendre cette place. Elle va façonner au fur et à mesure. Mais vendre quelque chose comme étant: «Prends ta place, c'est maintenant ta place, elle est là», c'est faux. Pour moi, c'est un cheminement. On est C'est d'accord. un cheminement et il faut juste s'éloigner des places qu'on nous a toujours inculquées, incrustées dans la tête comme quoi c'était la bonne place. Non, il y a 1001 bonnes places. Parce que la bonne Et place, elle évolue, cette place aussi, au fil des années, au fil du temps, au fil de notre maturité, de nos aspirations, de nos envies. Elle évolue aussi cette place. exactement, c'est comme si tu arrivais dans une salle en fait où tu vois, voilà, il y a plusieurs chaises vides et il y a plusieurs personnes assises et tu vas choisir forcément un endroit et peut-être que tu vas pas aimer là où tu es, la vision, tu vois pas la fenêtre par exemple, tu vas aller changer, tu vas aller de l'autre côté parce que tu as besoin de prendre l'air. C'est exactement la même chose. Mais quand tu arrives dans un endroit et qu'on te dit: «Votre place elle est là-bas, elle est là, c'est écrit, tu as ton nom, prénom». Toi, tu aimes pas, tu dis: «Oh purée, je suis à côté de tel, j'aime pas» ou alors, ou alors j'ai le soleil qui tape, on est d'accord, c'est pas ouf. Ah, c'est mal OK. vécu, c'est dur. Alors, vaut mieux y aller quand la salle n'est pas encore, pleine avec les places où qu'on t'a Oh, mis, j'aime bien l'image, j'aime bien tu vois? l'image. Non, vaut mieux y aller avant. Donc vas-y, moi je me suis dit ça, je me suis dit à un moment: «Vas-y, j'y vais, je prends vite un bout de ma place et on verra pour la suite. On avisera» Ouais. et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire et j'ai écrit et tu vois, aujourd'hui, mais Sabrina, des fois quand je regarde certains posts que j'ai écrits, j'ai écrit ça? Des fois je me dis: «Ah ouais, c'est intelligent, mais je le là aujourd'hui, je l'aurais pas écrit» parce qu'on a évolué Bah oui, mais oui. Et totalement. c'est très vrai. C'est quelque chose qu'on oublie aussi, tu vois? Parler d'évolution, c'est comme en business où on veut qu'on une croissance linéaire, tu vois? Tout le temps, ça n'existe pas. Même une entreprise connaît des cycles de vie et nous, en tant qu'individus, on a des cycles, on a des âges, on n'écrira pas la même chose à 30 ans, à 40, à 50 ans et c'est normal. Totalement et je reviens juste sur ce que tu disais que c'était politique. Bien sûr, tout est politique pour moi, qu'il y a rien qui n'est pas politique. Tout est politique. En revanche, pour moi, ça va au-delà. C'est-à-dire que écrire, être là, prendre ta place, c'est une forme de résistance. Parce qu'il y a pas De pire. résistance, le mot est fort. Totalement. C'est une forme de résistance. Parce que, en fait, si tu n'écris pas, tu n'existes pas, on peut t'effacer finalement et tu peux accepter qu'on t'efface. Tu vois ce que je veux dire?
On Ouais, peut accepter qu'on t'efface, que tu ne sois pas là, que tu peu importe de ce qu'on va mettre derrière cette image, mais résister, c'est me dire: «Non, mais je vais résister, je suis là». Genre, je suis là tant que j'ai quelque chose à donner, tant que j'ai quelque chose dans le ventre, tant que je suis là en vie, tant que je respire, je crée, alors je résiste, tout simplement. Et je résiste aussi à ce fléau qui te demande, malheureusement, tu vois, aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est, tu vois, tu parlais des courants un peu «ose, prends ta place», business et cetera, mais il y a pas que le business dans la vie. En fait, peut-être que mon business à moi, c'est juste prendre soin de ma santé, aller faire une retraite, spirituelle, je sais pas où. Il y en a qui font ça à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autres, enfin, tu vois? Et c'est OK, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je suis un peu, je trouve qu'il y a beaucoup de jugement, en fait, envers les femmes. «Oui, tu devrais faire ça, prends ta place, tu dois facturer 30K par mois» et cetera, mais c'est totalement faux, en fait. et c'est finalement mépriser leurs propres envies, leurs Et leur propres discernement, ambitions ça veut dire que et tu leur discernement aussi. les infantilises. Est-ce qu'une femme n'est pas capable d'essayer de trouver son chemin? Et si Mmh, tu l'aidais juste à ouvrir la voie, à trouver son chemin? On ne te demande pas de lui donner la destination, donne-lui juste le chemin, soit Google Maps, en fait, tu vois? ouais, ouais, non mais encore une fois, c'est bien imagé. Voilà, et c'est OK de pas trouver sa place tout de suite, et c'est OK de pas être identifié à la place, qu'on pense, être la nôtre, et je pense qu'on est en perpétuel changement. Je dis De toujours que place. Heu, totalement, en plus de ça, c'est que, beh, il faut travailler sur soi à un moment donné aussi. Comment tu C'est fais ça. toi pour Moi, travailler quand sur je toi? te dis moi sincèrement, je l'ai dit ouvertement, moi j'ai fait une thérapie, parce que, à force de faire des choses dans mon business, je me suis rendu compte qu'il y a des choses, par exemple, j'ai une agence qui vient faire le ménage à la maison, donc j'avais une intervenante, très sympathique, et cetera. Mais au fond de moi, j'étais pas satisfaite, et Ouais, ça crée de la frustration. J'en ai parlé à la directrice, j'en ai parlé même à l'intervenante avant même de parler à la directrice, et cetera. On a expliqué, on a essayé de faire des changements, il y a eu des fois bien, des fois pas bien, enfin voilà. Et en fait, au bout de 1 an et demi, écoute bien, au bout de 1 an et demi, j'ai dit: «Stop». Il a fallu qu'elle fasse quelque chose que j'ai pas du tout apprécié, comme si c'était pour me narguer, pour que je me rende compte que c'est pas tolérable. Et quand j'en ai parlé avec la nouvelle directrice, je lui ai dit: «Je vais vous dire quelque chose, hein, quand je regarde en arrière, je me dis: "Pourquoi j'ai toléré autant?"». Ça m'a fait tilt, je me suis dit: «Pourquoi j'ai toléré autant à, dire stop ou à dire non ou à m'affirmer à un moment donné? Pourtant c'est une situation tellement basique, tellement simple. ouais, Je paye, donc il me faut une prestation, correcte». Et en fait, en travaillant sur moi, donc je fais une thérapie et cetera, je me suis rendu compte justement que ce non était difficile à poser des fois. ouais, Et ouais, et c'est comme ça que c'est pour ça que je disais, on est une société malade, on est beaucoup à être malade, et je pense qu'on pourrait tous prendre le temps, pour soi, s'aimer et aller faire une thérapie peut-être pour ceux qui veulent. Ceux qui veulent, ça sera peut-être un autre travail. Mais je trouve que la thérapie est super importante, parce que ça nous confronte à notre nous, à nos blocages et cetera. Et c'est pour ça que je dis que le business est lié au psychologique, parce qu'il y aura des décisions de business qu'on comprendra pas, quelques mois plus tard. ouais, Ça m'est déjà arrivé de pas complètement. comprendre pourquoi j'ai accepté ça. Pourquoi j'ai dit non alors que je voulais dire oui? Pourquoi, et cetera, et pour avoir réponse à ça, il faut se confronter à soi-même. Il faut se confronter à soi-même. Ça résonne beaucoup avec, l'échange que j'ai eu, dernièrement avec une cliente très créative, qui a beaucoup de projets et qui est souvent sollicitée pour beaucoup de nouveaux projets et qui a cette difficulté à dire non. Mais parce qu'elle est emballée par les projets, elle a vraiment envie d'y aller, mais son énergie, elle, n'est pas extensible et plus on multiplie les projets et plus on dilue son énergie et à un moment, il y a qu'une seule personne qui trinque, c'est soi et ça, Je c'est vrai que m'identifie c'est à ça. J'étais totalement comme ça, hein, et tu vois, ah pour oui? te dire, j'ai une assistante, une super assistante, avec qui je travaille depuis, quelques mois déjà, et c'était elle, je crois, à un moment donné, elle m'a dit: «Loubna, ton agenda est plein à craquer, tu veux placer ça où?» Ouais. Et en fait, je lui disais, je me rappelle, c'était par un vocal, comme j'étais déconnectée de mon agenda, elle me disait: «Loubna, hein». Moi, je lui dis: «Trouve un moment. Loubna, c'est plein. Trouve un moment». Donc elle m'appelle, elle me montre mon agenda. Elle me dit: «Mais tu peux pas, en fait. Stop, stop». Ouais. Et c'est quand elle m'a dit ça, je suis: «Oui, c'est vrai, elle a raison». Et en fait, Les fameux, les garde-fous, tu sais, ceux qui, voilà, et je dis juste que ne prenez rien pour acquis.
On est en perpétuel changement. Tu peux tout à fait avoir trouvé ta place, être t'affirmer sur certains sujets. Des fois, tes propres décisions vont t'étonner. Ouais, Pourquoi j'ai fait ça? Et je pense qu'il faut juste avoir de la clémence. Pour moi, c'est pas de la bienveillance, c'est de la clémence envers soi. Vraiment, immense. vraiment, tout simplement. Merci, Lubna. Une dernière question, parce qu'on arrive presque à la fin de l'épisode. Je t'ai dit au tout début qu'on avait, des dirigeants, des chefs d'entreprise qui écoutent, Chronique Business et j'ai parlé à un moment du fait effectivement que, ce qu'on pense être peut-être, aller à l'encontre des règles de l'entreprise, aller à l'encontre de l'identité de l'entreprise ou ce qui peut être entre guillemets, «problématique» à notre sens pour l'entreprise n'est pas forcément ce qu'on voit. Totalement. À ceux qui nous écoutent, comment est-ce que tu aimerais, peut-être les sensibiliser sur cette question? Parce que je pense qu'on est aussi sur une question de l'inclusion, tu vois? De tous, c'est-à-dire au-delà de son apparence physique, de son orientation, sexuelle, de son appartenance religieuse, de ça fait partie, à mon sens, de l'inclusion. Comment est-ce que tu aimerais peut-être les sensibiliser sur cette question d'inclusion? Peut-être spécifiquement pour les personnes racisées, mais pas que. Ouais, pour Et tous. quel message peut-être tu aimerais leur faire passer, si tu en avais un? Moi, j'ai toujours eu, maintenant je l'ai plus, mais j'ai toujours eu une appréhension à la rencontre des dirigeants quand j'allais en entreprise, parce que, j'ai et malheureusement, j'ai rencontré peu de dirigeantes. J'ai Eh rencontré oui, mais les chiffres le prouvent. Voilà, j'ai rencontré beaucoup plus de dirigeants hommes, blancs, 50 ans, 60 ans, enfin voilà. En tout cas, je ne suis pas une généralité, je ne suis pas la France entière. En revanche, voilà, c'est vrai qu'à aucun moment j'ai rencontré une dirigeante, une présidente ou tu vois, quand tu as un homme en face de toi, il y a aussi toute la problématique de genre aussi. Et donc comment on fait? Alors premièrement, il faut juste, ne pas être dupe et se dire que tant que le dirigeant n'a pas une volonté, tant que le dirigeant n'a pas une intention, c'est-à-dire de bouger un peu les choses, de comprendre, d'aller vers l'autre, comprendre ses salariés ou avoir une vraie culture d'entreprise ou en tout cas même un petit brin de volonté, si on l'a pas, ça ne marchera pas. Il y aura rien. Et du coup, c'est souvent les DRH qui trinquent. Ben oui, c'est pour ça, moi, je suis contre le discours de dire, «Oui, les RH, sont les fautives», souvent c'est des femmes, hein, mais je parle au sens général. Je déteste ces stéréotypes qui dénigrent parce que moi, je l'ai été et j'ai vu ce que c'était, en fait. Ah! Ah, les coulisses, elles sont, on aurait du mal à décrire les dilemmes, les tiraillements, les, les choses où, tu moi-même j'en ai fait les frais en tant que salariée. Ma responsable RH me disait: «Je suis pas d'accord Loubna pour ton harcèlement, moi je suis contre na La DRH qui disait: «C'est toi la fautive». Elles sont dans la même équipe. Donc en fait, il faut juste comprendre qu'il y a une complexité. Il ne faut jamais se dire que ça y est, j'ai mis en place une politique, par exemple, anti-harcèlement, anti-discrimination, inclusion, diversité, égalité, peu importe. Ça y est, j'ai coché une case, tout le monde va bien. Pas du tout, parce qu'il faut prendre l'être humain dans sa complexité. Et ce n'est pas par exemple, si on a des personnes embauchées, racisées, je sais que, il y avait une célèbre chercheuse, j'ai plus son nom, purée, une célèbre chercheuse canadienne qui disait que, quand elle était arrivée dans une boîte, bon au Canada, ils sont un peu sur d'autres, problématiques, même s'ils sont un peu plus avancés sur certains sujets, elle disait que quand elle était arrivée dans l'entreprise, elle avait reçu un petit carnet. On lui avait demandé de noter les choses qu'elle ne souhaitait pas qu'on lui dise. Par exemple, elle était, de lignée autochtone Ah ça, et c'est étonnant. ouais et par exemple, il disait, elle on lui disait d'écrire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que juste pour qu'on puisse savoir, qu'on comprenne, parce que c'est la première fois qu'on embauche, quelqu'un, voilà, de ton origine, voilà et cetera et donc on aimerait comprendre et je trouvais cette démarche étonnante et en même temps, je trouve qu'elle a son sens, en fait. Parce qu'on a demandé à la personne directement: «Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on te dise?» et L'inclusivité à l'état pur. et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un book. Et dans ce book, à force de recueillir tout ce que les gens ont dit et cetera, ils ont répertorié, c'est un peu leur dictionnaire de l'inclusion. Ah, Ils ont répertorié tout ce qui ne se dit pas, tout ce que toutes les blagues, qu'on tolère pas, et à l'onboarding, chaque salarié le recevait et il fallait signer pour montrer qu'on l'avait bien lu, tu vois? ouais, là, c'est vraiment de l'inclusion en pratique. Voilà et il faut savoir aussi c'est pour ça que je te dis, il faut prendre l'individu dans sa complexité. Ce qui est vrai pour moi en tant que personne racisée ne le sera peut-être pas pour une autre personne racisée de la même communauté, de la même foi et cetera.
et donc c pour moi, juste, s'il y a pas d'intention, on n'a rien. S'il y a pas de volonté, on n'a rien. Donc il faut quand même avoir un brin de volonté et j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, comment je sensibilise énormément les dirigeants? Premièrement, alors oui, on va nous dire: «Oui, au pire, on payera. Au pire, on est condamné, on payera». Ouais, OK, c'est c'est comme la vrai. loi SRU et les logements, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est des provisions. les J'ai été collectivités payent plutôt que de construire du voilà, logement social. voilà. J'ai été RH, je sais qu'on a des provisions chaque année pour, tant de sorties, tant de négociations, Mmh. enfin voilà. Mmh. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'achète pas. Il y a 2 choses qui ne s'achètent pas avec l'argent et ça, quand je leur dis, je me rappelle, il y a un dirigeant, il était comme ça, il avait ses lunettes, il était comme ça, il fait: «Franchement» et il était un peu dégoûté, Plus de mots. dégoûté. Il me dit: «Vous êtes sûrs?» «Si, si, je suis sûre». En fait, il y a 2 choses qui ne s'achètent pas, je dis toujours. Il y a la responsabilité pénale qui ne s'achète pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, quand on est représentant légal de l'entreprise, n'importe qui dans l'entreprise peut aller déposer une plainte contre nous pour n'importe, quel fait, quel délit, crime et cetera. Dedans, on y met quoi? Ben, on y met, diffamation, harcèlement, agression, et cetera et cetera. C'est le code du citoyen, en fait. En tant que citoyen, on a des obligations les uns envers les autres. Donc en fait, c'est pas parce que vous payez peut-être au prud'homme que au tribunal correctionnel, aux assises et cetera, ou s'il y a des crimes graves, bon évidemment, ou ailleurs que vous n'allez pas payer et je donne un exemple très récent, il y a eu un dirigeant qui a été condamné pour homicide involontaire suite au suicide de son salarié. C'est pas lui c'est pas lui qui l'a, voilà, mais qu'est-ce qu'on lui a reproché? Ben, en fait, de ne pas avoir pris en compte les alertes suite au management toxique, qu'il subissait. Et c'est en ce sens que la responsabilité pénale est engagée. Eh ouais et quand je leur dis: «Mais même s'il se suicide, vous n'êtes pas exonérés». Ouais. Je me dis parce que même si la personne elle est plus là, c'est dramatique et les ayants droit, mais oui, la faute inexcusable de l'employeur, vous connaissez? Pour la santé, sécurité et cetera. Mais en fait, ne rigolez pas avec ça et je dis donc ça déjà, tu vois, c'était pour ça que le dirigeant avait posé ses gestes: «Club, vous êtes en train de me dire que je vais en prison?» Bah oui, vous pouvez aller en prison, vous pouvez aller en Oui. prison Ouais. et j'ai envie de dire, avoir un casier judiciaire parce qu'on a mal fait son boulot d'employeur, franchement, Ouais, c'est moyen. bon, Ça peut être évité en tout cas. il y a ça. Il y a autre chose. Alors, faut juste dire que, il y a beaucoup de drames, hein, dans les boîtes, hein. Il y a des drames, il y a des suicides, il y a des harcèlements, il y a des agressions sexuelles, il y a des viols et cetera et cetera. Sincèrement, on ne prend rien à la légère. Deuxième chose qui ne s'achète pas, c'est la réputation. Et aujourd'hui, je leur dis, vous savez, moi j'ai, une très bonne amie qui est avocate aussi qui s'appelle Inès, Saad Elaoui. C'est une avocate anti-harcèlement, anti-discrimination qui a réussi à faire condamner, une ESN, suite à un harcèlement très violent et cetera, harcèlement sexuel et tout, a affiché le jugement sur son site internet. Ah bah là, la vitrine de l'entreprise, t'inquiète qu'elle est Et c'est entachée. cuit, c'est fini. Et est-ce que ça s'achète? Non. Non, même avec 1 million d'euros, tu veux pas l'acheter, il suffit qu'il y ait une personne qui l'ait vu. Une. Imagine, tu es en plein appel d'offres, je sais pas quoi, une personne. Donc il y a ça, mais il y a aussi quelque chose de très simple, beaucoup plus, facile d'accès, les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut faire du name and shame. N'importe qui peut aller sur Glassdoor, Ah, mettre mauvais avis pardon, des photos, des questions d'entretien qui ont été posées et cetera. On ne peut alors pas là, se permettre aujourd'hui de dire: «C'est bon, avec mon argent, je vais tout régler». C'est non. faux, c'est faux. Tu sais, là-dessus, je vais rebondir. J'ai reçu dans un des épisodes précédents de Chronique Business, Thomas Husson, qui est, journaliste d'investigation spécialisé dans les fake news et la désinformation. Oui, Il intervient sur les grands médias et je voulais aborder justement cette question des fake news et de la désinformation au prisme des entreprises et du business et il nous a expliqué qu'une information, une fois qu'elle est diffusée, même mensongère, hein, soyons bien d'accord, hein, ça peut être un salarié, comme tu dis, qui demain, va faire, du name and shame sur son compte, pour peu qu'il soit suivi en plus. Quand l'information est diffusée, pendant que nous, en fait, on essaye de traiter l'information, il s'est propagé 12 fois le message. À 1 seconde pour nous de traiter le message, il se propage lui à côté 12 fois et ainsi de suite. Donc la l'amplificateur en fait des fake news, il est énorme sur les réseaux sociaux comparativement à ce que nous on va pouvoir traiter et lui, il préconisait effectivement de prendre la parole le plus rapidement oui, possible, pour démentir, mais surtout, il expliquait que plus une entreprise avait une communication
présente et notamment la communication du dirigeant est vertueuse et notamment parler de la marque employeur, de valoriser ses collaborateurs et qu'elle soit à l'image de ce qui est vraiment sur le terrain. Moins quand une fake news arrive, on a la proportion à la croire. On va potentiellement aller creuser, se renseigner avant d'aller repartager D'accord. ou propager cette information. D'où l'importance effectivement, les réseaux sociaux et la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et tu vois? Et il faut se dire juste que ça va tellement vite, ça va tellement vite que moi je dis une réputation, elle ne s'achètera jamais. Ah mais non, ça Elle ne c'est évident. s'achètera jamais et tu vois, quand tu as l'habitude de d'incarner tes valeurs et que tu dis, «C'est faux» et cetera, quand tu as une, cohorte qui dit: «Mais bien sûr, on vous croit, c'était sûr que c'était un piège ou une IA ou un truc», tu as tout gagné parce que tu sais que tu as la Bah oui. et des personnes qui te suivent. Donc ça ne s'achète pas. Donc du coup, on a beau dire: «On a des provisions, on règle tout avec l'argent», il y a des choses, même avec l'argent, tout l'argent du monde, rien ne se règle. Mmh. Alors on s'est un peu écarté du sujet. Si on devait vraiment, si tu on devait retenir un message clé pour sensibiliser les dirigeants, ton dernier message clé, ce serait quoi? On leur a Heu, donné plein de clés, hein, on s'est un peu écarté du sujet, mais si on devait synthétiser? si je devais synthétiser, je dis juste que la vie se souviendra de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, vous êtes dirigeant, très bien, voilà, vous avez une entreprise. Qu'est-ce qui vous garantit que dans 5 ans, vous le serez encore? Qu'est-ce qui vous garantit que vous n'allez pas fermer, mettre la clé sous la porte et devenir salarié à nouveau? Qu'est-ce qui vous garantit que et en fait, justement, se dire que la vie est tellement imprévisible que je ne dois pas me sentir à l'aise dans une posture qui pourrait léser des gens. C'est-à-dire, je ne dois pas apprécier à aucun moment si j'ai fait des erreurs, ça arrive, mais je ne dois pas apprécier ma posture de tyran ou ma posture de, je discrimine, je m'en fous, j'assume. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. C'est très juste. La personne que tu as discriminée, elle pourrait être ton chef bientôt, tu ne sais pas. Et tu vois, ça me fait penser à Younes, c'est quoi son nom? J'ai oublié. Il a fait, une école no code et il avait expliqué quelque chose d'incroyable. Il avait dit qu'il avait été refusé à un entretien, enfin pour, par une personne en particulier et il a monté sa boîte, il est devenu connu, franchement, vraiment, il a fait des choses waouh, et cette personne est venue pour bosser avec lui et elle lui a rappelé. Je dis: «Mais ne négligez personne, ne méprisez personne, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve». C'est aujourd'hui, on est dirigeant, oui, vous vous êtes battu, c'est votre bébé, vous avez monté un truc, un business génial, trop bien. Mais le business, il tient grâce à qui? Si Ah, vous c'est la pa les individus, c'est la première richesse de l'entreprise. Tu enlèves les individus, il y a plus d'entreprise. voilà, il tient grâce à qui? Vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain, autant rester modeste et traiter les gens de manière objective dans la mesure du possible. Et si vous n'êtes pas formé, parce que moi j'ai déjà eu des dirigeants qui disaient: «Mais je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire», et ben, investissez dans la formation au biais, dans la formation à la discrimination, dans la formation, sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Moi j'ai eu plusieurs fois des DRH pour te dire: «Notre dirigeant il s'en fout complètement, il est à côté de la plaque, par contre, il nous a débloqué du budget», donc c'était venu d'elles-mêmes. Elles ont pris du temps, c'était un investissement pendant plusieurs jours, on a fait une formation, mais les résultats sont là. Et tu sais quoi? J'arrêtais pas d'alerter depuis le départ. Je fais: «Non mais là, on va sécuriser, il va falloir qu'on fasse un agenda social, il va falloir qu'on te prépare parce que tu es pas du tout, du tout, du tout conforme», et tu sais, je lui dis: «Ton dirigeant, il sait que l'inspecteur du travail, il peut venir à un moment donné à une réunion et tout». Ah! «Non mais t'inquiète, voilà». Il est venu la semaine d'après. Ah! Elle m'a dit, en panique, elle m'a dit: «Bah, c'est moi qui ai parlé, pendant toute la réunion». Elle me dit: «Heureusement qu'on avait ce qu'on avait fait ensemble pour sauver la mise». Elle m'a dit Ouais. ce jour-là, il a compris que ça blaguait pas, que ça blaguait plus. Ah non, Parce ça blague pas. parce que c'était même pas une question d'argent. C'est ça allait là, ça allait trop loin, ça allait être du pénal, en fait, ça allait être du délit d'entrave envers le CSE et des syndicats, CGT, tout ça. Donc si je résume, rien n'est jamais acquis, sans rappeler. Investir dans la formation, la sensibilisation et je crois que c'est tout, si j'ai bien résumé. Et en fait, aller à la rencontre des personnes, dans le sens où les gens qui est déconnecté de ses salariés, Ah ça non. c'est évident. Ça c'est alors Oh, au-delà du spectre de l'inclusion, hein. Ça c'est non, mais il y en a beaucoup, je peux comprendre. Des fois, tu sais, on a la tête dans le guidon, on est à un moment donné, tu vois pas le bout. OK, mais si tu as des questions, tu vois? J'ai eu un dirigeant, il a voulu déjeuner avec moi pour comprendre certains sujets. Il avait des questions maladroites, j'étais salariée. Ces questions étaient ultra maladroites, mais j'avais l'intelligence à ce moment-là de poser le truc, d'expliquer, et à la fin, il m'a dit:
«Tu raison, on est quand même des gros connards, pardon du terme». C'est pas grave. Il m'a dit ça. Il m'a dit: «Tu raison». Alors, est-ce qu'il va mettre en pratique ce qu'on s'est dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça a fait quelque chose chez lui. Donc, tu vois, un dirigeant, c'est aussi, je pense, quand il comprend pas les choses, bah, va rencontrer ton salarié, va comprendre, va demander. Il y a des cultures qu'on comprend pas. Tu vois, par exemple, le management interculturel, je trouve que ça devrait être une formation obligatoire pour toutes les personnes qui embauchent, des personnes, d'horizons, divers, tu vois? Ouais. En Allemagne, on négocie pas de la même manière qu'en France, en Amérique latine non plus, Afrique subsaharienne non plus. Et tu vois, pour faire le lien encore avec un autre épisode de podcast, j'avais reçu, le fondateur de Gradiweb qui a une partie de ses équipes en Colombie et une partie de ses Ah, équipes en France et on parlait justement de ce management management interculturel inter et il expliquait que les pratiques ne sont pas les mêmes, que les usages ne sont pas les mêmes et qu'au départ, il a pensé pouvoir manager tout le monde de la même manière, proposer des entretiens de la même manière et il s'est vite aperçu que ça ne pouvait pas être le cas et qu'il devait différencier sans forcément différencier, dans la position dans l'entreprise, mais en termes d'approche et de pratique, différencier les 2 catégories de salariés. Loubna, je vais te poser une dernière question, puis après on aura terminé. Je sais que tu as qu'il y a des personnes qui s'identifient peut-être à ton parcours, pour qui tu es une source d'inspiration, des femmes, elles aussi racisées, qui se posent la question de effectivement écrire c'est exister, mais comment est-ce qu'on fait pour écrire? Affirmer son point de vue, oui, c'est important, mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu leur donnerais un conseil? c'est pas du tout un conseil, glamour, j'ai pas envie de dire le mot. Il y en a qui écrivent, de la merde, pardon, tant pis. Il y en a qui écrivent de la merde et ne se posent pas la question de savoir si c'est de la merde, vraiment. Et navrée d'utiliser ce mot, mais je sais qu'on a tous vu des choses, je dis: «Mais pourquoi tu écris ça? Pourquoi il écrit ça?» Ouais. Cette personne, moi je l'admire pour un truc, elle s'est pas posé la question si c'était bien, ça allait être bien reçu, comment. Elle l'a fait. Et on va vous oublier, vous inquiétez pas. Je peux vous assurer qu'on va vous oublier parce que, en fait, plus on écrit, plus on existe, plus on affine sa plume, plus on affine sa place, plus on forme, on forge tout ça. Donc ne pas se dire: «J'attends que ce soit parfait». Écrivez. Une première action. Première action. Mon premier pas, c'est quoi? Par exemple, ça va être de m'acheter un petit carnet. Deuxième pas, c'est quoi? Allez, je m'achète le stylo. Bon, même si les pas sont très petits, mais je m'achète le stylo. Le lendemain, je fais quoi? Allez, je mets la date. Aujourd'hui, je me suis sentie comment? OK, j'ai vu une situation dans le bus. Franchement, je trouve ça horrible. J'ai entendu une discussion. Ça pose des questions sur nanana. Écrivez. Écrivez. Et quand on a une expertise, essayez d'aller à l'encontre de ce qui se fait de manière générale. Quelles sont les problématiques que les gens rencontrent sur le terrain? Est-ce qu'on vous a posé une question à un moment donné et vous trouvez la question plutôt pertinente? Bah, écrivez. Mais sincèrement, il y a des gens, ils ne se posent pas la question si leur poste est bien ou pas. Juste, ils écrivent. Ils balancent, ils sont hop, allez, peut-être certains en train de faire leurs courses à la caisse. Hop, j'écris, allez, balancer. 1 500 likes. Le Le premier pas est de ne pas se poser trop de questions. Ne pas se poser de questions et vraiment écrivez parce qu'on a tous quelque chose d'intéressant à dire. Un énorme merci Loubna pour Pardon pour ces mots, crus, sortis de voilà, mais non, c'est là. mais on prend, c'est pas grave, hein. Écoute, nous on J'ai dévoile les pu dire, coulisses. bullshit aussi, mais bullshit, c'est un peu moins, voilà. Ouais, non, 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 on dévoile les coulisses sur Chronique Business et parfois, les mots pas jolis font partie, des coulisses. J'ai été vraiment ravie, honorée de te recevoir, Loubna, c'était un plaisir. Non, merci à Où vous. est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement si on veut te suivre, si des dirigeants veulent faire appel à toi pour de la formation CSE ou autre? Grand plaisir, on peut me retrouver, ben, sur LinkedIn, Mais donc pas en message privé, tu nous as dit. alors si vous pouvez envoyer un message privé, mais vous aurez un message automatique qui vous renvoie vers un formulaire. Il faut absolument remplir le formulaire avec vos OK, coordonnées, email plutôt, que téléphone et votre besoin et on en parle OK, avec grand plaisir. OK. Donc principalement sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut te trouver par ailleurs ou pas? Non? J'ai une revue, juridique, si vous voulez suivre l'actu RH, et cetera, une version premium, une version freemium, qui s'appelle Décode RH. Écoute, je mettrai tous les liens, Avec en plaisir. description de l'épisode. Je te souhaite une excellente journée, Loubna. Ah, Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode, saura vous sensibiliser, peut-être saura ouvrir, votre point de vue sur le sujet, de l'inclusion, des personnes racisées, femmes ou hommes, qu'elle saura peut-être, vous amener à poser des questions et peut-être à poser les questions aux principaux interlocuteurs plutôt que d'aller peut-être chercher des informations sur des médias
ou par peut-être. ailleurs. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à déposer 5 étoiles, sur votre plateforme d'écoute préférée et de le partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. C'est le meilleur moyen de faire vivre ces chroniques. Très bonne journée, très belle semaine et à bientôt.